Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 289 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Aujourd'hui, on va discuter de OKC puisque c'est le bilan 2024 de la saison de OKC avec Constant de Dunk Hebdo et We Are Thunder France. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan 2024 avec non, on en a fait quelques-unes déjà, mais enfin des équipes d'élite avec OKC. Et donc, on reçoit notre spécialiste d'OKC, c'est Constant. Comment vas-tu, Constant ? Ça va, très heureux de revenir pour la troisième fois dans cet épisode du Basket Lab. Effectivement, on a fait de manière graduelle au niveau de la qualité des équipes, on a fait les Kings, puis les Clippers, pour enfin finir sur le premier de la conférence Ouest avec OKC. Malheureusement, terminer premier de la conférence Ouest, ce n'est pas suffisant pour être programmé au Christmas Day selon la NBA et ESPN. Mais bon, écoutez, au moins on se satisfera d'avoir terminé en tête de la conf Ouest, même si les résultats en play-off ont été un peu plus mitigés que ce qu'on a vu durant la saison régulière. Ah vous passez quand même après les Spurs, ça paraît normal. Ouais, bien sûr, on passe après les Spurs, on passe après le 458e Denver Phoenix à Noël, on passe après le 3 milliardième Sixers Celtics, donc c'est vrai que je sais pas ce qu'a eu ESPN, enfin si je comprends le raisonnement, mais bon, tu laisses OKC de côté. Moi, ce qui me surprend peut-être même encore plus, c'est que tu laisses Milwaukee de côté. Alors là, je pense qu'il y a une taxe résultat en play-off de la saison passée, et que tu laisses aussi Indiana de côté. Alors, il n'y a que 10 équipes, tu peux pas caser tout le monde. Mais Indiana, tu peux dire OKC, ok. Bon, tu as la taxe Oklahoma City, c'est pas marketing. Shai Gilgeous-Alexander n'est pas une superstar médiatique, j'ai envie de dire. Aussi parce qu'il n'est pas américain. Alors que Indiana, tu as les résultats en play-off, tu as Liberton qui est un jeune joueur américain. Ça me surprend presque plus la non-présence d'Indiana que celle d'OKC. Bon, alors effectivement, comme tu dis, troisième apparition sur cette série des bilans 2024. Je te l'ai fait mériter, hein, ton épisode sur ton équipe favorite. Il a fallu d'abord parler des Kings, des Clippers, mais plaisir. Constant de Dunk Hebdo et de We Are Thunder France, et on renvoie de suite évidemment les auditeurs vers ces podcasts et ces plateformes où alors toi pas personnellement, mais justement ça a déjà parlé de l'arrivée d'Hartenstein et de Caruso. Je sais pas si tu voudras en dire deux mots aujourd'hui, si tu vas arriver à les placer dans le bilan. Je pense qu'on en discutera, mais voilà. Constant, vous connaissez bien entendu Dunk Hebdo et We Are Thunder France évidemment. D'ailleurs Twitch, vous faites aussi pas mal de Twitch sur We Are Thunder France. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait là. J'avoue que c'est l'été et que c'est un peu la période creuse pour les comptes de franchise et pas les comptes un peu plus général comme Dunk Hebdo où on peut trouver des sujets théoriques un peu plus facilement. Mais oui, sinon, dès la saison, ça va pas tarder de toute façon. À partir de septembre, on va revenir tout doucement. On va se remettre en rythme. Et donc les bilans 2024, vous connaissez, on arrive à la fin, un bilan 2024, donc bilan équipe par équipe avec le format de nos stats de la saison, donc en 10 stats / points clés, on va dire. C'est pas vraiment, soit c'est des stats intéressantes, soit c'est un peu des prétextes pour parler de jeu et de parler de plein de joueurs. Constant, tu parles beaucoup, je parle beaucoup, c'est ton équipe favorite. Je pense qu'on peut faire péter le record qui était de 2 heures, plus de 2 heures qu'on avait fait avec Benjamin Moubèche sur les Spurs, parce qu'en fait on a fait plus d'1 heure sur Wembanyama. Bien sûr. Et je sens qu'on pourrait faire exploser le chrono aujourd'hui avec toi. On pourrait parler de tous les joueurs. On pourrait te faire une stat pour tous les joueurs de la rotation, mais on va éviter quand même. C'est ça. Je t'avoue qu'on a donc 10 stats, 5 chacun, mais moi-même j'en ai, ça peut monter jusqu'à 10, j'en ai préparé 10, donc on verra. Il y a plein de choses à aborder dans cette équipe hyper intéressante. Alors, sans plus tarder, allons-y, ne perdons pas de temps. Quelle est donc, Constant, ta première stat du jour à nous présenter pour ce Oklahoma City Thunder 2024 ? C'est la stat la plus basique du basketball, entre guillemets, c'est plus 17. Ouais. C'est le nombre de victoires entre la saison 2022-2023 et la saison 2023-2024 du Thunder. Ouais. Le différentiel de victoires. Voilà, parce que avant tout, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte ou dans l'état d'esprit dans lequel les fans d'OKC et moi étions avant le début de la saison. Tu sors d'une saison 2022-2023 positive où tu franchis déjà un premier pas, et on en avait parlé lorsqu'on avait fait les 10 stats de la saison l'an dernier sur OKC. Tu dis l'intersaison arrive, tu récupères, ton plus gros ajout de l'intersaison, c'est l'arrivée de Chet Holmgren. Finalement, tu es resté sage, on va dire, sur le marché des trades et sur la free agency, donc
Je me souviens, lorsqu'on avait fait l'épisode preview de la saison chez War Thunder, j'étais plutôt de ceux qui étaient relativistes en disant, ou qui essayaient de modérer un petit peu les attentes, parce qu'il y avait une grosse cote pour OKC, pas forcément que chez les insiders du Thunder d'ailleurs, il y a pas mal d'insiders américains qui voyaient le Thunder très bien placé, et moi je disais, si OKC parvient à se qualifier directement en playoff, c'est-à-dire terminer dans le top 6 de la conférence Ouest, c'est une réussite pour moi, c'est une saison qui aurait été réussie, et finalement OKC a complètement explosé ce rapport-là, a complètement sauté ce statut-là, je pense, où tu passes directement d'équipe de play-in à équipe qui potentiellement aurait pu faire partie des contenders, ou en tout cas une équipe qui est capable de terminer premier de sa conférence. Donc oui, pour moi, tu as sauté une étape sur cette saison, et ça s'illustre par tout plein de stats qu'on citera après. Mais vraiment, le premier point, moi, que j'ai envie de citer, c'était le plus 17 victoires pour montrer la spectaculaire progression que tu as pu avoir en l'espace de 2 saisons, puisque finalement, tu termines la 2021-2022 avec quelque chose comme 24 ou 25 victoires, il me semble, et 2 ans après, tu es à 57 victoires, ce qui est le deuxième meilleur bilan de l'histoire de la franchise, de la courte histoire de la franchise d'OKC. Donc en l'espace de 2 ans, sans arrivée majeure, sans transfert majeur, sans avoir envoyé tes pics de draft, juste avec de la progression interne et des bons choix de draft, t'es parvenu à passer de statut d'équipe de tanking à équipe qui, cette saison, sur la 2024-2025, fait partie vraiment des contenders et se trouve assez haut sur la liste de ces contenders. C'est quoi la saison la plus victorieuse de la franchise? C'est 2013, non Ouais, 2012-2013, c'est 60 wins, où OKC termine premier de la conférence Ouest, et où évidemment Monsieur Patrick Beverley a décidé de faire un reach-in sur le ménisque de Russell Westbrook au Game 2, donc forcément campagne de playoff qui s'est terminée prématurément, puisque après c'est élimination face aux Grizzlies. C'est très paradoxal, cette année 2013 qui est totalement oubliée parce qu'il y a ce côté, James Harden est parti, et comme ils se font éliminer, on se dit, ils sont moins forts qu'avant. Alors qu'en fait, 2013, malgré l'échange d'Harden, ils carburaient à plein régime, et c'était même une des seules équipes de la décennie à passer la barre des plus 10 points de net rating. Bref, c'était une équipe assez hyper solide, et comme tu dis, blessure à la fin, un peu dommage, peut-être, mais malheureusement oublié. Bref, fermons cette parenthèse, mais non, mais là où je te rejoins, c'est qu'en effet, il y a un peu ce côté où, comme tu dis, ne serait-ce que s'assurer une qualification en play-off aurait déjà été un step-up, aurait été une amélioration, en français, par rapport à l'an passé, et aurait été dans la logique de progression normale, par rapport à la norme, on va dire, d'une équipe de jeunes, en fait, de passer de play-in à top 6, déjà ça aurait été bien, mais j'avais noté un peu un truc pareil, alors moi c'était pas en chiffre brut, on va dire, en victoire, moi c'était en pourcentage, 20,7 l'augmentation de victoire, entre 2023 et 2024, et c'est le deuxième de NBA, puisque le premier, ce sont les Rockets, qui ont le plus gros pourcentage de victoires en plus par rapport à l'an passé. Partez de plus bas en même temps. Exactement. Mais petit quiz, est-ce que tu saurais me dire qui, dans l'histoire, a le plus gros pourcentage, le plus gros ajout de victoires en pourcentage d'une saison à l'autre, dans l'histoire de la NBA? C'est assez facile. C'est Celtics entre 2007 et 2008. C'est la saison pré-arrivée de Ray Allen et de Kevin Garnett. Exactement. Et avant ça, ce sont les Spurs entre 97 et 98. Donc Tim Duncan qui débarque. Bon, après parce qu'il était déjà bon, mais ils avaient tanké 97. Et puis David Robinson qui revient de blessure. Exactement. Et puis les troisièmes de l'histoire, ce sont les San Antonio Spurs de 89 à 90, l'arrivée de David Robinson, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis quatrième, Phoenix, Steve Nash, 2004-2005, et Steve Nash et D'Antoni. Donc bref, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Et pour te rejoindre en fait, c'est cet aspect où OKC sort de toute norme de progression spectaculaire. Parce que tu vois, comme tu le disais, les Rockets, mais entre guillemets, c'est un peu plus facile ce qu'ils ont fait. Alors, pour détailler, pour laisser un peu de côté le nombre de victoires-défaites, si on peut parler aussi en fond de jeu, donc en net rating, en différentiel attaque-défense, j'aime bien aussi faire ça plutôt. Les Rockets passent de -8 de différentiel par 100 possessions, -8 à +2, donc une marge de 10 points, évidemment, donc -8, un score qui était le pire de l'an dernier, à +2, qui est une bonne équipe, on va dire, de cette année. Ok, ici, il passe de 0 de différentiel à +8. Mais le truc, c'est que, en même temps, tu vois, les Rockets, ils passent de c'était n'importe quoi à d'un coup, allez, on met un coach compétent, on les fait défendre, voilà. Donc il y a un peu ce côté-là qui est un peu plus entendable, un peu plus normal, on va dire. Boston, à l'époque, voilà, c'est une équipe nulle, tu rajoutes 2 superstars, voilà. Les Spurs aussi, à l'époque, Duncan, c'est Duncan qui arrive, et puis Robinson qui revient de blessure, etc., etc. Alors que là où je trouve qu'OKC sort totalement de toute norme de ce côté, parmi les meilleures progressions de l'histoire,
c'est qu'en fait, rien n'a changé, quoi. Donc, premièrement, rien n'a changé de manière spectaculaire. Il n'y a pas eu d'ajout, comme tu dis. C'est juste, entre guillemets, bon, l'arrivée de Chet Holmgren, qui est tout de même pas mal, hein, mais donc c'est Chet Holmgren et puis ses progressions des jeunes, surtout. Et puis, en fait, ils sont devenus meilleurs. Mais il n'y a pas de. Voilà, même coach, même cycle, etc. Et puis, de l'autre côté, même, je rajouterais un autre truc, c'est que, tu vois, le turnaround des Rockets, qui est admirable, hein, je ne suis pas là pour enlever du crédit, mais en un sens, je trouve ça un peu plus facile de passer de catastrophique à compétent, voire même à bon, plutôt que de passer de déjà bon à, en fait, méga élite. C'est souvent un step qui est beaucoup plus difficile à passer. Donc le fait qu'ils aient fait ça, ouais, c'est quand même assez admirable. Et puis, 3e en attaque, 4e en défense, une des seules 2 équipes de NBA qui était top 4 dans les 2 catégories. Bref, il y a un côté élite, mais surtout élite un peu inattendu, je trouve, avec ce OKC 2024, en fait. Ouais, et puis c'était une réflexion que je me faisais hier, justement, je me disais, c'est quand même très facile, ou en tout cas, l'une des progressions pour moi les plus faciles de NBA, c'est si tu es une équipe à entre 20 et 25 victoires et que tu peux passer à 35. Je pense que passer le palier de 25 à 35, c'est peut-être la courbe de progression la plus facile. Par contre, être une équipe qui est à 45 victoires et passer à 55, c'est peut-être le plus difficile de tous. Et sur les Rockets, tu as parlé du fait qu'ils avaient progressé, et ils ont aussi progressé via des renforts extérieurs et via une utilisation très agressive du cap space qu'ils avaient sur l'été 2023. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la progression interne, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., il y a l'arrivée de Amen Thompson, mais tu as aussi Fred VanVleet qui est venu apporter un petit peu d'expérience, tu as Dillon Brooks qui est venu renforcer la défense sur le point of attack. Donc, c'est une utilisation, c'est un renfort via l'utilisation de ton cap space. qu'OKC n'a pas du tout fait. Comme tu l'as dit, c'est des pics de draft, c'est de la progression interne, c'est 2-3 coups bien sentis, il y a de ça 18 mois avec l'arrivée d'Isaiah Joe par exemple, mais rien, voilà, c'est une progression classique, c'est une progression classique, on va dire, c'est une reconstruction atypique parce qu'elle est stable dans le sens où tu ne chamboules pas ton effectif, tu reconduis quasiment ton même socle de joueurs d'une année sur l'autre, et assez bizarrement, c'est le même socle et le même coach qui te fait passer d'équipe très moyenne à équipe élite. Alors que on sait, parfois, tu as besoin d'un changement de coach pour arriver au palier supérieur, ou tu as besoin de remodeler ton effectif pour arriver au palier supérieur. Ce qui s'est un peu fait cet été avec l'arrivée de Caruso et la signature d'Isaiah Hartenstein. Et oui, c'est une équipe qui a été dominante sur qui n'a pas été aussi dominante que ce que pouvaient l'être les Celtics, mais en même temps, les Celtics, c'était une équipe élite, mais historiquement élite, que ce soit sur leur différentiel attaque-défense, que ce soit sur le nombre de victoires, que ce soit sur la marge la marge de victoire, enfin l'écart de points sur un certain nombre de leurs victoires. Ils avaient des records de nombre de victoires avec plus de 20 points d'écart. Enfin voilà, une équipe historique, les Celtics. Et OKC a été une équipe qui a su être pas au niveau des Celtics, mais qui a été la deuxième équipe la plus polyvalente de Boston, par rapport à Boston de toute la ligue. C'est-à-dire que tu as parlé du net rating, OKC est à plus 8 de net rating, et comme tu l'as dit, l'attaque était très bonne, 3e attaque, la défense était excellente, 4e défense. Si tu prends la 3e équipe au net rating, ce sont les Wolves, qui étaient à 7+1 de net rating, donc quasiment au niveau d'OKC, mais eux, c'était une défense d'élite, c'est-à-dire qu'ils avaient une défense qui était tellement bonne que leur net rating était excellent, quand bien même l'attaque n'est que 16e. Et il y a Denver qui se rapproche un petit peu, mais qui n'est pas tout à fait à ce niveau-là, qui est 4e au net rating avec la 5e attaque et la 9e défense. Donc oui, je trouve que cette équipe d'OKC a vraiment montré sa polyvalence des deux côtés du terrain. Et il y a cet aspect progression, comme tu l'as dit, qui est inattendu, parce que vraiment, c'est assez rare de voir une équipe progresser à ce point sans chambouler l'effectif. Et finalement, oui, comme tu l'as dit, les arrivées, enfin, la différence majeure, je pense, entre la 2022-2023 et la 2023-2024, c'est la progression interne, et c'est surtout l'arrivée de Chet Holmgren. Ouais, le rookie de l'année, ouais. Amener une... non. Rookie de l'année jusqu'au mois de décembre 2023. À partir de janvier, il y a un petit Français, enfin un grand Français même, qui est passé dans une autre catégorie. Mais voilà, c'est atypique et c'est inattendu, et ça confirme un petit peu la vision, en tout cas l'état d'esprit, la philosophie de Sam Presti, de dire non. Pour l'instant, je fais confiance à mon socle de jeunes, et force est de constater que ces jeunes-là lui rendent plutôt bien. Non, mais effectivement, c'est un peu comme... Même tu prends l'ancien cycle, on va dire, enfin celui qui avait été victorieux avec Durant, Westbrook, Harden, etc. C'est un peu comme si l'année 2010 n'avait pas existé. Tu sais, alors 2009, ils sont mauvais, c'est pour ça qu'ils ont James Harden qui est dans le top 3 de la draft. 2011, ils sont en finale de conf. Alors,
un peu surprise parce que les Spurs se font upset. Bref, mais ils font quand même, voilà. Mais c'est comme si tu avais ça, et sans l'année entre. Tu sais, 2010, où ils font juste un premier tour valeureux, d'ailleurs. Mais voilà, c'est en fait une progression que d'habitude on voit en, allez, 2-3 ans, quoi. Et là, c'était en une année. On a eu d'un coup un step-up assez monstrueux. Et comme tu dis, pour prolonger, pour caler mes... Alors, ma première stat du jeu, c'est ça aussi. Hein, c'est par rapport au pourcentage, mais pour aller un peu plus loin, on le voit aussi dans certaines stats que, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est le même style, mais en mieux, en fait, en un sens. Et ça qui est assez marrant. Ouais. En plus talentueux, ouais. Exactement. Et donc, pour dire la comparaison 23-24, donc l'attaque est passée de 16e moyenne NBA, 16e sur 30 à 3e, et la défense pareil, de 16e à 4e. Donc on est passé d'une équipe qui était moyenne des deux côtés du terrain à élite d'un coup, et comme dit, pourtant c'est pas avec des changements majeurs, c'est juste ils sont meilleurs dans ce qu'ils font, mais ils font la même chose, en un sens. C'est-à-dire que tu prends un peu les facteurs stats qui définissent comme attaque ou défense, les turnovers en attaque, toujours aussi peu qu'avant, 3e l'an dernier, 3e cette année, les lancers francs, 15e l'an passé, ils sont passés 2e, donc là, amélioration. Les turnovers défensifs, pareil, 2e l'an dernier déjà, en termes de créer des interceptions, premier cette année. Les rebonds offensifs, ils étaient déjà nuls l'an passé, ils sont toujours nuls cette année, 28e, 29e. Les lancers francs, pareil, de 24e à 23e, en défense, je veux dire, lancers francs concédés. Bref, tu vois, plein de facteurs comme ça, tu regardes, tu dis, ah ouais, c'est un peu pareil. Mais il y a deux facteurs très différents. Sur ces fameux four factors, les facteurs stats, c'est l'adresse en fait. L'adresse en attaque et l'adresse en défense. Et c'est ça qui change tout. C'est toujours souvent ça le facteur le plus important. C'est-à-dire qu'en attaque, l'adresse pure, donc l'IFG, donc le field goal un peu ajusté, mais l'adresse, grosso modo, de 23e à 3e. Donc on passe de mauvais dernier tiers à élite, troisième meilleure efficacité, meilleure adresse en attaque. Et puis pareil en défense, où tu autorisais une adresse qui était à peine la 19e de NBA et qui est montée à 4e. Et pour moi, il n'y a pas meilleure illustration que ça, que ce IFG et que même tous les autres facteurs. Mais en un sens, c'est un peu cet aspect de, tu cherches un peu des chiffres, tu dis, ah ouais, c'est les mêmes schémas, c'est la même manière de jouer. Et tu regardes l'adresse, tu dis, ah oui, en fait, c'est juste que ces schémas, ils le font mieux. Et donc les paniers, ils rentrent plus en attaque et ils rentrent moins en défense. C'est vraiment un côté step-up assez énorme, pourtant en faisant la même chose. Donc voilà pour cette équipe d'OKC 2024, quoi. Oui, de toute façon, t'en as très bien parlé, mais c'était la meilleure équipe en pourcentage de réussite à 3 points cette saison, ce qui était quand même un des défauts majeurs du Thunder, depuis la création du Thunder, j'ai envie de dire, allez, peut-être depuis le départ de James Harden. Mais c'était vraiment un défaut énorme, et cette réussite-là, il me semble qu'on en avait parlé l'an dernier aussi, ou j'en avais parlé il y a 2 ans sur le fait que OKC était une équipe extrêmement médiocre sur les tirs en spot-up. Alors que là, finalement, tu as progressé de manière assez importante. J'ai plus la stat sous les yeux, encore une fois, sur les tirs en spot-up, mais il me semble que tu étais, je vérifie en même temps que je parle, mais tu étais très haut classé, et ça contribue aussi à renforcer. Moi, j'ai les catch and shoot, si tu veux. Catch and shoot à 3 points, plus de 40%, deuxième de NBA. Voilà. C'est pas mal, c'est honnête. Et sur les tirs en spot-up, voilà, tu es 4e. Tu as évidemment Boston qui a 1,17 points par possession sur les tirs en spot-up. C'était l'attaque de Boston. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Je pense que tu en parleras très bien quand tu feras l'épisode des 10 stats sur Boston. Et tu étais à égalité avec les Pels et les Clippers à 1,11. Là où l'an dernier, tu étais bien plus bas que ça, il me semble. Donc voilà, c'est une progression globale. Ouais, tu étais 0,99 points par possession, tu étais 26e, et là tu es passé 2e égalité. Donc la progression est quand même assez conséquente. Et après, sur l'aspect défensif, j'y reviendrai après, mais effectivement, avoir un protecteur de cercle élite, même si je mettrai quelques réserves juste après sur la protection de cercle de Chet, mais je trouve que forcément, tu peux avoir lorsque tu as une assise défensive, tu peux être un peu plus agressif sur le porteur de balle, donc provoquer encore plus de turnover. Mais vraiment, la progression majeure, je trouve, elle s'est faite en attaque. Et comme tu l'as dit, c'est pas tant les schémas de jeu qui ont été révolutionnaires, parce que OKC est encore premier de la NBA en nombre de drives. OKC a toujours été premier de la NBA en nombre de drives par match depuis l'arrivée de Mark Daigneault, donc ça fait 4 saisons consécutives. Donc c'est déjà une belle progression, enfin c'est pas une progression, mais c'est une continuité, mais comme le talent est plus fort, forcément c'est mieux. Et tu en avais parlé en janvier 2023, je m'en rappelle, où tu avais fait un petit tweet, où tu avais dit que OKC, c'est pas que ça joue mal, c'est juste que ça manque de talent. Et à partir du moment où il y aura plus de talent, ça va devenir une bonne équipe. Voilà, c'est les mêmes schémas offensifs, mais c'est plus talentueux, donc forcément plus de qualité individuelle, meilleure capacité de finition, meilleur shooter, donc équipe élite. Donc voilà, c'est aussi ça.
qui fait peut-être la différence vis-à-vis de d'autres équipes en reconstruction, que ce soit Détroit, que ce soit des équipes qui végètent un peu dans le fond de tableau depuis plusieurs années, c'est que Mark Daigneault a eu une philosophie de jeu dès son arrivée, et il manquait juste le talent. Et à partir du moment où il a eu le talent, et à partir du moment où il a eu le personnel pour appliquer son fond de jeu, bah, OKC est devenu une très bonne équipe. Et c'est pour ça que des coachs comme Will Hardy du côté de Utah ont un petit peu cette philosophie-là aussi d'avoir un plan de jeu très établi, mais où ça manque de talent, même si les plans de jeu défensifs de Will Hardy sont à redire. Mais voilà, c'est ce côté où, bah, en fait, c'est la même chose que durant 4 ans, sauf que tu as eu un talent et un personnel bien plus compétent. Mais merci pour l'assist sur le tweet de janvier 2023. En effet, c'est une assist à... C'est une assist à Chris Paul. Non, j'allais dire, c'est une assist à Alperen Sengun, le meilleur pivot de la division, donc merci. Ouais, attends, c'est la division de Houston, il y a du monde dans la division. Attends, non, oui, c'est juste pour te provoquer par rapport à Chet. C'est pas la même division, OKC et Houston. Ah oui, c'est vrai, vous êtes avec Minnesota, Utah. Ah, j'ai loupé ma blague, mince. Ah ouais, on est dans la division de l'enfer, là, où il y a Denver, le top 3 de la conférence Ouest, c'est le top 3 de la division. Et après, il y a Portland et Utah qui sont à traîner. Mais comme vous êtes proche du Texas, j'ai confondu géographiquement. Oui, effectivement. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, non, si, juste au niveau des spot-up. Les spot-up, la catégorie spot-up sur NBA.com, faites attention. En fait, ça inclut aussi tout ce qui est spot-up drive, justement. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que Westbrook faisait aussi des top stats de spot-up alors qu'il était nul en shoot. Parce qu'en fait, il y avait aussi l'efficacité de quand il attaque à partir de spot-up sur le slashing après la menace de shoot, quoi, je veux dire. Mais oui, non, en effet, on a un peu cette révolution. On a assez bien détaillé le comme avant, mais en mieux. Je pense que ça peut être le slogan de OKC 2024. Comme avant, mais en mieux. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ce Thunder 2024 ? Ma deuxième stat du jour, c'est 1.16. Ouais. C'est le nombre de points par possession sur transition offensive. Et je voulais la citer parce que ça englobe un petit peu la provocation de turnover. Parce que voilà, je suppose qu'on parlera beaucoup des rebonds offensifs concédés à l'adversaire un peu plus tard. Et moi, je voudrais citer cette stat en disant que si vous prenez le point par possession basique, c'est-à-dire vous dites 1.16, t'es dans le top 10, t'as Phoenix devant toi, t'as les Lakers, les Celtics, les Sixers, les Wolves, les Knicks, etc., etc. Sauf que si on ajuste ça à la fréquence, donc le nombre total de transitions que tu joues, OKC est premier de la NBA, 20.7, donc quasiment une possession sur 5 est une transition pour OKC. Là, pour le coup, toutes les équipes que j'ai citées qui étaient en haut de tableau, Phoenix est à 15.9, pardon, les Lakers sont à 18.6, les Celtics à 18, les Sixers à 16.7 et les Wolves sont à 14.9. Ils jouent très peu de transition, réellement de jeux de transition. Et c'est un point où, forcément, tu n'es pas dans l'élite de chez élite au niveau des points par possession. Par contre, tu en joues tellement que c'est aussi beaucoup plus rémunérateur pour ton attaque. C'est-à-dire que si vous allez regarder au niveau des play types, donc des types de... Je sais pas trop comment le traduire, mais on va dire le registre de jeu dans lequel vous évoluez, que ce soit le post-up, que ce soit le spot-up, que ce soit de l'isolation, que ce soit de la transition, finalement, quel est l'aspect du jeu le plus rémunérateur en termes de points de toutes ces catégories? C'est le jeu de transition. Donc finalement, peut-être que tu n'es pas la meilleure équipe en termes de points par possession sur le jeu de transition, mais comme tu en joues plus que le reste de la ligue, ça s'équilibre et du coup, ça te permet aussi d'avoir une très bonne attaque. Et pourquoi tu es capable de jouer autant de jeux de transition aussi souvent? C'est parce que tu es excellent au niveau de la provocation de turnover. Comme tu l'as dit, OKC est premier au niveau des pertes de balles adverses provoquées. Le deuxième, c'est Orlando. Et c'est ça que je trouve intéressant. On en parlera peut-être un peu plus lorsqu'on parlera des rebonds offensifs. C'est que Orlando, de par la longueur, a la capacité de provoquer et des pertes de balles et de limiter le rebond offensif adverse, ce qui n'est pas le cas d'OKC. Tu as eu cette mentalité, encore une fois, qui est très raptorsienne sous Nick Nurse, d'être hyper agressif sur le porteur et du coup de provoquer des pertes de balles plein axe, dans le sens plein axe ou avec ce ne sont pas des pertes de balles qui sont dans le corner, ce sont des pertes de balles qui créent directement une situation de transition offensive. Et donc voilà, c'est encore une fois une philosophie qui a été instaurée par Mark Daigneault, qui est venue plus tard, qui est venue à partir de l'an dernier, la perte
de Chet Holmgren. Et justement, on était curieux du côté de la fanbase OKC et de chez We Are Thunder de voir si ce schéma allait perdurer. Et finalement, la présence de Chet permet d'être encore plus agressif sur le porteur parce que tu as un bon protecteur de cercle. Et voilà, c'était la stat que je voulais utiliser en me disant ok, OKC n'est pas la meilleure équipe sur transition de toute la ligne en termes de points par possession, mais par contre, tu es tellement agressif sur le porteur et tu joues tellement de fréquences, enfin, tu joues tellement de transitions offensives que du coup, ça permet aussi à ton attaque d'être élite en dehors de la simple efficacité au niveau de l'EFG ou au niveau des tirs en spot. Oui, parce que comme tu dis, en fait, les transitions sont à ce point plus rentables que même si tu es le dernier en contre-attaque, même le dernier score de contre-attaque, il est quand même plus efficace que du jeu posé. Donc si tu arrives à avoir un gros volume de transition, même si tu es entre guillemets dernier, c'est quand même hyper rentable, quoi. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir la contre-attaque en termes de volume surtout. C'est comme ça que voilà, enfin bref, on va pas ouvrir le dossier Ben Simmons, on le fera plus tard. Mais la valeur de Ben Simmons en transition. Mais non, mais en effet, il y a ça, et pour dire la différence aussi, tu vois, tu parlais d'Orlando qui arrivait et à créer des turnovers et des rebonds. La différence, elle est justement sur la contre-attaque. Parce que Orlando se projette très très peu en transition et ils vont justement sécuriser le rebond, alors que c'est moins le cas de OKC, j'ai l'impression. Mais même, enfin, c'est pas qu'une impression, même au niveau stats, ça se confirme. Hein, tu vois, Orlando 28e pour faire de la transition après rebond. Donc eux, c'est vraiment en rythme lent et puis tout le monde y va et puis on n'accélère pas, quoi. Alors que de l'autre côté, OKC 11e en termes de fréquence après un rebond défensif. Donc on sent que ça se projette et parfois même un peu en avance. Ou alors, c'est pas que ça, il y a aussi le fait que le personnel aligné sur le terrain, il est aussi plus petit pour être assez dynamique, mais peut-être que forcément tu as des questions de personnel et de match-up au rebond, etc. Donc je pense que c'est un peu des deux, hein, ce côté rebond. Mais ouais, c'est un peu un aspect, je trouve pas ça grave en fait. Je sais que tous les deux on en avait parlé l'an dernier en disant ouais, alors c'est un des manques que Chet Holmgren pourra combler. Et en effet, il y a tous les autres manques qui les a comblés, verticalité, etc., efficacité au panier. Par contre, celui-ci un peu moins, mais pour moi, c'est pas grave, parce que comme dit, c'est un peu une stratégie d'équipe, et c'est très philosophique, et tu vois, de l'autre côté, c'est ce fameux jeu des possessions, quoi. Tu perds des cartouches au rebond, mais en même temps, tu t'en gagnes tellement en turnover, en interception, que en fait, ça vaut le coup, quoi, au final. Et puis, comme dit, malgré ça, la défense était quand même d'élite. Le seul problème, et on l'a vu, c'est que contre le mauvais match-up, et contre pourtant une équipe qui n'était pas élite là-dessus, mais qui avait des outils pour être élite et pour répéter ça, les Dallas Mavericks, contre le mauvais match-up en play-off, tu peux te faire punir. Ça a été le cas. OKC un peu faible sur le rebond défensif. Dallas qui n'attaque pas forcément tout le temps, mais qui avait deux vrais pivots, s'est dit tiens, cette fois on va attaquer. Ils ont fait des scores de rebond offensif cruciaux sur cette série, et c'est passé, mais même là, tu vois, et je suis même pas sûr que il faille remettre en cause les schémas ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était aussi une question de profondeur de banc qui a été du coup réglée dans l'intersaison. Mais pour moi, c'était aussi le fait que tu n'avais pas tant que ça de vrais backup et de vraie profondeur intérieure là-dessus. Alors que voilà, à mon avis, tu refais la série en 2025 avec Hartenstein dans l'effectif. À mon avis, il va aider là-dessus, quoi. Donc ce sera peut-être même moins catastrophique cet aspect rebond, quoi. Oui, alors après, le spacing sera toujours aussi catastrophique avec Hartenstein de l'autre côté du terrain. Mais effectivement, on en avait parlé sans trop évoquer les playoffs parce que c'est pas forcément le sujet. Mais lorsqu'on avait fait du côté de chez War Thunder, on avait fait une tier list juste avant le début des playoffs des match-ups potentiels et de leur niveau de difficulté par rapport à OKC, bien sûr, pas par rapport au niveau de l'équipe. Et moi, j'avais mis les Lakers en match-up la plus difficile. Je pense que tu étais un peu d'accord avec moi sur la problématique que posaient les Lakers à OKC, et j'avais mis Dallas juste en dessous parce que pour moi il y avait l'incertitude de Josh Giddey, on en parlera je pense aussi à un moment durant cet épisode, et le fait que c'était une équipe qui perdait très peu de ballons parce que c'était une équipe qui globalement faisait assez peu de passes, donc forcément quand tu fais assez peu de passes, t'as moins de situations où tu peux perdre la balle. Et on a vu finalement sur cette campagne de playoff et sur cette série face à Dallas, et moi j'en ai parlé parce que j'ai fait un débrief après chaque match de la série, que ce soit face aux Pels ou que ce soit face à Dallas. C'est les matchs qui ont été remportés par OKC, les deux matchs qui ont été remportés par OKC. Soit c'est le premier qui est un match où tu es en très grande adresse au niveau de ton tir à 3 points, soit le match 4 où tu forces énormément de pertes de balles. Et à partir du moment où tu as été dans la capacité de forcer des turnovers, forcément tu as eu des situations où c'était plus difficile et du coup tu devais subir entre guillemets un jump shot où tu devais aller jusqu'au bout de la possession, jusqu'à la tentative de tir. Et c'est peut-être sur ce point-là où OKC est peut-être un poil moins fort. Il n'y a pas d'outil pour calculer un petit peu le defensive rating si tu ne forces pas une perte de balle. Après, ça peut être l'EFG, typiquement. Mais voilà, l'EFG sur les playoffs, c'est assez peu représentatif parce que échantillon plus petit. Mais
Ça a été difficile pour la défense de KC. La verticalité, que ce soit de Gafford ou que ce soit de Lively ou même de Derrick Jones Jr., leur a posé énormément de problèmes. PJ Washington, j'en parle pas, mais voilà. T'as raison d'insister sur le jeu de la possession parce que moi aussi, j'en ai parlé tout au long de la saison. Si tu es une équipe élite, que ce soit en termes de conservation de balles en attaque et que ce soit en termes de provocation, de perte de balles pour l'équipe adverse, tu peux être un petit peu moins bon sur le rebond offensif concédé parce que malgré tout, tu gagneras quand même le jeu de la possession. Ouais. Non, mais effectivement, alors, si je peux placer ma deuxième stat du jour, moi, elle est un peu là-dessus, mais c'est parce que ça permet d'enchaîner, c'est le même sujet. Pour moi, pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais rebonds? C'est parce que le personnel aligné sur le terrain n'est pas parfait pour ça, mais en même temps, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet d'avoir, mon chiffre c'est 1, c'est la meilleure efficacité défensive au panier de toute la NBA. Voilà, c'est aussi ce que permet d'avoir les line-up qui sont alignés, et donc pas de gros rebondeurs, pas de mecs un peu lourds, etc. C'est un peu la clé pour moi. Et comme dit, en plus, 2023-24, l'arrivée de Chet a fait du bien, parce qu'ils étaient déjà 10e, mais ils sont passés de 10e à 1er. Voilà. Sachant que la fréquence aussi s'est réduite dans le même temps. Et pour moi, en fait, tout ça part des schémas très dynamiques. On a affaire à une défense qui littéralement est très polymorphe en fait, avec plein de concepts très avancés. La next defense, les peel switch ou des trucs comme ça, qui sont un peu, alors qui vont devenir la norme en NBA, mais qui sont encore relativement atypiques aujourd'hui, avec donc tout ça, c'est des concepts, on va pas les détailler sans les images, mais c'est des switch off-ball, c'est des trucs comme ça, des stunts aussi, donc des mecs qui viennent aider agressivement au panier, puis ensuite il y en a un qui ressort, mais c'est pas le même qui ressort, etc., etc. Bref, je trouve qu'on a vraiment une défense qui est très malléable, en fait, qui peut se plier dans un sens et dans l'autre, et à la base de ça, à mon avis, il y a le personnel qui est sur le terrain, et qui permet qu'on ait malgré tout, on n'a pas de gros rock un peu à l'ancienne, on n'a pas un Roy Hibbert, on n'a pas un Rudy Gobert ou quoi, mais avec ces schémas, en fait, tu arrives à limiter plutôt pas mal la fréquence et surtout donc l'efficacité au panier. Et il y a les schémas, premièrement. Deuxièmement, pour moi, il y a Jalen Williams aussi, qui est devenu je trouve un protecteur de panier depuis le poste d'ailier assez incroyable sur ses rotations en deuxième rideau. Et puis il y a aussi Chet Holmgren aussi qui fait toute la différence parce que c'est un vrai très bon pivot défensif, un vrai protecteur de panier. Même si je suis d'accord avec toi, il est peut-être pas chapeau avec Gobert ou autre comme ça, mais la force de son profil, c'est polyvalence et protection de panier. C'est pas juste un intérieur de switch justement, et c'est pas un aussi bon protecteur de panier qu'un très grand, plus costaud, mais la force c'est de faire les deux justement. Donc c'est ça qui marche bien. Et en effet, bon, il y a un aspect très les stats sont meilleurs par rapport à l'an dernier parce que c'est le différentiel par rapport à qui on avait, c'est-à-dire Jalen Williams, bon, pivot offensif on va dire, Jeremiah Robinson Earl, qui c'est qu'on avait aussi, Pokuševski ou Mike Muscala ou des mecs comme ça. Voilà, il y avait littéralement pas de défense quoi. Donc quand tu mets Chet Holmgren, ça fait un différentiel par rapport à avant qui va être très grand. Mais même en dehors de ce côté différentiel, même lui est est très bon là-dessus, je trouve. Et une stat qu'on aime bien citer à chaque fois, c'est à quel point il inflige une perte d'efficacité au panier, le joueur, le défenseur, proche du panier. Chet est à moins 11,4. Donc voilà, quand on commence un peu à dépasser la barre des moins 10% d'efficacité, de perte d'efficacité infligée aux adversaires versus lui, comparé à la moyenne NBA et à tous les autres profils, on est quand même sur une zone d'élite, la zone des moins 10. Et pour dire, parmi les gros volumes de défenseurs, c'est le 5e de NBA, 5e plus grosse perte d'efficacité infligée au panier. Donc je vais te laisser dire des nuances sans doute, et je pense que je te rejoindrai. Mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d'entrée de jeu un défenseur d'élite avec polyvalence dans le périmètre, mais aussi au panier, quoi. Ouais, c'était la perte d'efficacité, c'était ma 3e stat pour parler de Chet, mais qui était couplée à une autre stat. Mais t'as dit beaucoup de choses très intéressantes, comme d'habitude, sur la défense d'OKC près du cercle, et je viendrais tempérer un tout petit peu en disant que cette défense hyper agressive sous le cercle, et comme tu l'as dit, est liée au personnel, mais a aussi amené son lot de défauts, puisque en termes d'efficacité, comme tu l'as dit, OKC est l'équipe qui a le mieux défendu sous le cercle. Par contre, en termes de fréquence, OKC n'est que 13e, la 13e meilleure équipe en termes de fréquence de tir au panier concédé à l'équipe adverse. Pourquoi ? Parce que tu as aussi envoyé beaucoup de personnel, c'est-à-dire que tu n'as pas empêché les équipes d'accéder au cercle. Par contre, lorsque ces équipes arrivaient sous le cercle, tu mettais tellement de pression et tu mettais tellement de joueurs pour empêcher l'équipe de marquer que forcément la perte d'efficacité est plus importante, surtout si tu couples ça avec l'arrivée de Chet Holmgren.
Par contre, forcément, ça a son revers de la médaille, c'est que si tu envoies beaucoup de pression et beaucoup de joueurs sous le panier, tu vas laisser des tirs à 3 points ouverts dans le corner. Et là, pour le coup, le ratio est quand même assez terrifiant. C'est-à-dire que si vous prenez les tirs à 3 points tentés par les équipes adverses dans le corner, OKC est premier avec 14,6 tentatives à 3 points depuis le corner, pour un taux de réussite seulement de 31,5%. Donc les équipes dans le corner ont vraiment shooté à des pourcentages très faibles dans les corners face à OKC, alors que c'est censé être les tirs les plus rémunérateurs, hormis les tirs sous le cercle et les lancers francs. En tout cas, à 3 points, c'est les tirs les plus rémunérateurs. Le deuxième, c'est Dallas. Dallas est à 11,2. C'est-à-dire qu'il y a 3,4 tentatives à 3 points dans les corners en plus entre le premier et le deuxième, quand bien même il y a 5,3%, 5,3 points de pourcentage de différence en faveur d'OKC. Donc moi, c'est le point qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est une équipe qui avait un protecteur de cercle élite, ou en tout cas un protecteur de cercle très bon, même si voilà, sur la dissuasion, j'en parlerai après, il n'est pas forcément encore élite. Par contre, tu as concédé énormément de tirs dans les corners, et ça, c'est un point, moi, qui m'a un petit peu inquiété tout au long de la saison, qui a eu tendance à s'accentuer au fur et à mesure que la saison progressait. Et ça, c'est un point qui me fait dire, attention, peut-être la saison prochaine, 31,5, c'est quand même une efficacité qui est très basse. Attention à ne pas avoir un espèce de retour de bâton l'an prochain, de dire, bah ok, on va défendre le cercle à tout prix, mais ça peut quand même avoir son lot de conséquences sur un match ou sur l'intégralité d'une saison à partir du moment où les équipes adverses auront un peu plus d'adresse, parce que c'est pas forcément des tirs après, comme tu vois, comme pouvait le faire Minnesota, dans le sens où t'amenais beaucoup de monde sous la raquette, mais les close-out étaient tellement forts que ça donnait pas vraiment des tirs ouverts. Là, non, les tirs dans les corners étaient en majorité ouverts, et vous regardez les tentatives adverses, que ce soit sur les 3 points wide open, donc les tirs grands ouverts, ou les 3 points ouverts, OKC est souvent dans le top 5, dans le top 6 du nombre de tirs concédés à 3 points ouverts ou grands ouverts. Ah, d'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait du mal en playoff aussi, ça aussi. Ouais. Parce que face à une équipe comme Dallas qui a un porteur de balle d'élite, enfin deux, mais surtout un passeur, un des meilleurs passeurs de la planète Terre, bah, il allait chercher les 3 points dans le corner. Et en plus, effet qui se coule, malheureusement, en plus, les shooters plutôt moyens de Dallas les ont mis contre vous, en général, sur certains matchs. Les PJ Washington, les Derrick Jones Jr. Donc, en effet, sur une série de playoffs, il y a ce truc où c'est pas un échantillon qui est gros, donc il n'y a pas une normalisation vers le vrai niveau. Et c'est peut-être ma nuance, c'est que, en effet, concéder beaucoup de 3 points dans les corners, ça fait partie des schémas. Je suis d'accord, et ça peut être une faiblesse, mais après, il y a aussi un autre aspect de c'est peut-être pas non plus pour rien si ils ont aussi une plutôt bonne efficacité concédée dans les corners, dans le sens où, là encore, c'est lié au personnel, parce que les 3 points, tu vas peut-être les concéder, mais tu as aussi des mecs sur le terrain qui vont faire les rotations pour que le 3 points soit pris. Certes, le 3 points est pris, mais il est peut-être pas très ouvert, quoi. Ou en tout cas, il va être défendu. Et ça me fait un peu penser aux Pelicans qui fonctionnent comme ça aussi beaucoup. On en a parlé quand on a fait les bilans, c'est-à-dire on concède beaucoup de 3 points, mais pourquoi ? Pour protéger le panier, mais aussi parce qu'on a le personnel et une profondeur d'aile, beaucoup de dynamisme sur l'aile pour plein de mecs qui vont voler un peu partout, faire la rotation. Et donc, mine de rien, tu arrives aussi à contrôler un peu la qualité des 3 points et donc indirectement l'efficacité. Mais en effet, c'est un peu... voilà, je pense que c'est un peu voulu et c'est pas très grave sur l'entièreté de la saison, mais c'est vrai que encore une fois, en playoff, c'est que des questions de match-up, et contre le mauvais match-up, en plus, quand t'as pas de chance parce que les shooters moyens se mettent à tourner à 80%, là tu te fais un peu pire, quoi. Mais en effet. Et d'ailleurs, juste pour dire, Chet 5e en termes de perte d'efficacité infligée au panier. Tu sais qui était 6e ? Ça doit être un nom improbable, je pense. Non, pas. C'est quelqu'un qui a signé un énorme contrat cet été. Chez toi. Ah, Hartenstein, du coup. Exactement. Hartenstein va venir s'en rajouter à tout ça. Mais alors, si tu as d'autres stats sur Chet, tu veux les dire maintenant, ou est-ce qu'on avance, on en reparlera plus longuement après ? Non, mais parce que justement, elle fait complètement transition avec ta perte d'efficacité. Ma stat, c'était moins 1,7. C'est le différentiel, le différentiel du pourcentage de tirs tentés près du cercle par les équipes adverses lorsque Chet est sur le parquet contre lorsque Chet n'est pas sur le parquet. Alors la stat a ses angles morts parce que c'est pas forcément lié que à lui, mais je trouve que ça résume un peu la saison défensive de Chet Holmgren. On parlera peut-être de l'attaque juste après, mais dans le sens où perte d'efficacité très élevée. Par contre, dissuasion, pas encore là. C'est-à-dire que, forcément, on est sur un joueur qui est à
est un énorme provocateur de perte d'efficacité. Par contre, c'est encore un joueur que les attaquants vont tenter de challenger. Et la stat, forcément, n'est pas la plus représentative, c'est pas la plus complète, mais je trouve qu'elle illustre quand même un peu le point. Si tu prends par exemple un joueur comme Rudy Gobert, bon, si tu prends l'élite de l'élite, je triche un petit peu, hein, mais si tu prends l'élite de l'élite, bah voilà, Rudy Gobert, vous prenez les on-off en termes de pourcentage de tirs tentés près du cercle, moins 5.5 cette saison, moins 8.1 la saison précédente, et du côté du Utah, il est toujours entre 5 et 8. Donc je trouve que c'est peut-être le prochain step à franchir pour Chet Holmgren, c'est d'être un petit peu plus... d'avoir ce côté un petit peu plus dissuasion près du cercle, mais qui peut aussi s'expliquer pourquoi cette faible fréquence de on-off n'est pas forcément que de son fait et que de son manque de dissuasion. C'est aussi parce que lorsque tu avais Chet ou lorsque tu n'avais pas de Chet sur parquet, les schémas défensifs, ou en tout cas la volonté de toujours mettre beaucoup de joueurs sous le cercle était présente. Donc peut-être que forcément, en fonction... Si tu perds, on va prendre Minnesota, si tu enlèves Gobert, tu perds un protecteur de cercle et cette protection de cercle n'est pas suppléée par des autres joueurs qui vont dire bon, bah, on va protéger le cercle à tout prix. Alors que du côté d'OKC, lorsque tu avais Chet qui était sur le banc, et ben Mark Daigneault conservait ce schéma de dire on va empêcher l'accès au cercle. Donc c'est peut-être pas forcément que de son fait, mais je trouve que ouais, c'est assez représentatif de la respectabilité de Chet en tant que protecteur de cercle d'élite, c'est-à-dire que il y a la perte d'efficacité, mais il n'y a pas encore la dissuasion. Je pense que la dissuasion viendra peut-être au fur et à mesure que les saisons vont s'accumuler, peut-être même dès l'an prochain, peut-être même aussi avec l'arrivée d'une protection de cercle secondaire, hein, potentiellement avec Jalen Williams ou avec Isaiah Hartenstein, même Alex Caruso, qui sont capables d'être des deuxièmes là, mais qui du coup vont peut-être amener un peu plus de dissuasion de par justement cette protection-là. Mais pour moi, c'est le prochain step qu'il doit franchir défensivement, qui n'est pas forcément lié à lui, mais plus à la vision que peuvent en avoir les attaquants adverses. Ouais, c'est déjà un très bon effaceur de tir au panier, mais c'est pas encore un réducteur ou un empêcheur de tir au panier, quoi. Ouais. il y a le côté effacer le tir quand il est pris ou bien le défendre, mais il n'y a pas le côté l'empêcher carrément, qui est le step au-dessus. Ouais. Et bon, après, comme dit, c'est vraiment le step au-dessus. Mais effectivement, ça fait partie de cet aspect de dissuasion. Les meilleurs protecteurs de panier de NBA, l'élite, c'est ça. C'est tu t'approches du panier, il y a ce mec, tu dis, ben non, je vais même pas tenter ma chance, quoi. C'est pas je tente ma chance et puis il va me contrer. C'est non, mais j'essaye même pas, quoi. C'est Gobert, c'est Wembanyama, c'est même Joel Embiid, hein, dans ces très très bons matchs. Il y a un aspect aussi une aura de dissuasion qui est assez dingue avec Embiid. Surtout en playoff, on le voit régulièrement. Mais voilà, cet aspect de dissuasion, il l'a pas encore. Et en vérité, je suis pas sûr qu'il l'ait un jour. En tout cas, pas au même niveau que les autres, parce qu'en fait, il a pas les mêmes atouts. Je trouve, tu vois, moi, si on fait la comparaison avec Wembanyama, pour moi, il y a deux profils extrêmement différents, et je parle que de la défense, hein, pour le coup. Mais Wembanyama a déjà cet aspect de dissuasion, parce que, en fait, il a des bras tellement longs, une taille aussi très grande, etc., etc. Bref, il y a un aspect déjà de dissuasion. Alors que sur les petits détails, parfois il peut se faire avoir en termes de timing, il peut se faire avoir en termes de réactivité ou de placement, parce qu'il n'a jamais appris encore à avoir un bon placement, en tout cas un placement parfait, parce qu'il a toujours pu un peu se sauver avec ses centimètres. Et pour moi, Chet, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais cet aspect-là un peu immense, parce qu'il n'a pas les mêmes atouts physiques, pas les mêmes mensurations physico-athlétiques, enfin physiques, pardon, plutôt. Donc il a, à mon avis, il n'aura jamais ce volume-là que peut avoir des Embiid, Gobert, Wembanyama, mais par contre, c'est déjà un technicien hors pair, quoi, j'ai envie de dire, hein, sur tout ce qui est placement, timing, opposition, la propreté aussi, tu sais, le côté très vertical et parabattre les bras, voilà, c'est les petits détails qui n'en sont pas. Et je te rejoins qu'il n'a pas la dissuasion. Je suis pas sûr qu'il ait un jour, je pense qu'il peut l'avoir, mais peut-être pas à un niveau chapouin indéniable, quoi, à mon avis. Non, plus Evan Mobley que Rudy Gobert. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou Anthony Davis, tu vois, qui est pas non plus un méga intimidateur, Anthony Davis, mais qui l'est déjà un peu plus que Chet, hein, mais voilà, je pense qu'il peut atteindre un peu ce niveau-là, quoi. Un peu le profil effaceur, moitié intimidateur, plutôt que le vrai intimidateur imposant. Mais en même temps, le vrai intimidateur imposant, il a peut-être pas non plus le degré de mobilité qu'a Chet dans le périmètre aussi, quoi. Donc c'est toute la valeur de son profil. Et puis après si les équipes veulent continuer de tirer à 1,06 points par possession sur les tirs près du cercle tentés par Chet, il continue, hein, c'est pas non plus si rémunérateur que ça, donc tant pis, hein, s'il n'y a pas de dissuasion, s'il continue d'infliger des pertes d'efficacité aussi élevées, on va continuer à regarder, on va continuer à apprécier cette perte d'efficacité, mais effectivement, il a moins ce côté monstre, que ce soit physique, tu vois, avec la carrure ou
la carrure ou la musculature entre guillemets de Joel Embiid ou d'Anthony Davis. Il a pas ce côté effectivement freak avec monstre physique avec la taille, la longueur que peut avoir Victor Wembanyama. Donc peut-être un joueur effectivement qui sera pas aussi dissuasif comme tu l'as dit, mais je pense qu'il peut encore progresser. Je pense qu'il y a quand même un axe de progression. Peut-être pas comme tu l'as dit chapeau 1, mais il y a encore soit il peut faire mieux, soit il peut avoir une respectabilité plus grande qui peut amener un peu plus de dissuasion. Pour moi, Draymond Green, Adebayo, Anthony Davis, c'est pas des chapeaux de dissuasion, ça n'empêche que c'est parfois les meilleurs défenseurs de NBA, quoi, d'assez loin. Donc voilà, ça n'empêche pas. La force est surtout bien répartie avec Chet Holmgren un peu partout. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ce Oklahoma City Thunder 2024 ? Alors ma troisième stat du jour, ça va être deuxième. Ouais. C'est, vous prenez sur toute la saison régulière les joueurs qui ont tenté plus de 300 tirs en pull-up, ils sont 56. Ouais. Deuxième à l'EFG, il y a Jalen Williams. C'est le deuxième à l'EFG. Il n'y a que CJ McCollum qui est premier et Jalen Williams a longtemps été premier de cette catégorie avant de faiblir un petit peu sur la fin de saison. Pour parler de l'incroyable saison offensive de Jalen Williams, on en avait parlé de façon très élogieuse durant sa saison rookie. Il avait fait une belle saison rookie et il y avait beaucoup d'attentes du côté de la fanbase de Kelsey sur le fait qu'il prenne une nouvelle ampleur en attaque. Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu... Encore une fois, je modérais en disant attention, Jalen Williams c'est quand même un joueur de deuxième année dans un rôle un petit peu différent, donc il ne faut pas non plus trop en attendre. Et finalement, ça a été assez largement... Non, c'est débattable, mais offensivement, ça a été le deuxième meilleur joueur de KC cette saison. Ça a été un joueur qui a été capable de gérer la seconde unit et qui finalement... On sait que ce soit du côté de Denver, que ce soit du côté d'autres équipes, lorsque ta superstar, les with or without you, lorsque ta superstar n'est pas sur le parquet, ça peut être parfois un petit peu une grosse perte d'efficacité. Alors forcément, l'exemple le plus marquant, c'est lorsque Jokic est sur le parquet, Denver a limite le meilleur net rating de toute la NBA. Et lorsque Nikola Jokic n'est plus sur le parquet, Denver a presque le pire rating de toute la NBA. Ça n'est pas le cas du côté d'OKC avec Shai Gilgeous-Alexander, parce que justement tu avais Jalen Williams qui était un petit peu le générateur d'attaque sur la seconde unit, aussi parce qu'il était souvent lié avec Chet Holmgren, et du coup ça permettait de stabiliser un petit peu la seconde unit. T'es en train de dire qu'il est meilleur que Jamal Murray, c'est ça? Ça c'est pas dur, ça c'est pas compliqué. Non, mais voilà, toujours est-il que vous prenez le net rating lorsque Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams sont sur le parquet, il est à plus 11, donc on est sur l'élite de toute la NBA. Par contre, les ratings, lorsque Jalen Williams est sur le parquet, lorsque Shai Gilgeous-Alexander n'est pas sur le parquet, il est à plus de 98. Donc c'est encore un bon net rating, surtout lorsque on le compare au net rating d'autres équipes où la superstar est sur le banc. Mais voilà, l'incroyable saison offensive de Jalen Williams où il a progressé au playmaking et surtout c'est cette capacité de sanctionner sur du tir en pull-up, notamment sur ses mi-distances lorsqu'il va sur sa gauche, qui a été assez létal tout au long de la saison. Et voilà, que ce soit sur pull-up à 3 points, en pourcentage de réussite à 3 points, il est troisième, il est derrière CJ McCollum et Jamal Murray, tu vois, pour le coup. Mais voilà, c'est un joueur qui a pris un gros volume de pull-up, entre guillemets, parce qu'il n'est pas 56e. J'ai pris pour faire un spectre un petit peu plus large, mais il doit être dans le top 40, top 45. Donc un gros volume de pull-up et une très très grosse efficacité, puisqu'il est deuxième. De là à dire que Jalen Williams c'est le deuxième meilleur joueur sur pull-up de toute la NBA, je pense pas. Je pense que ça va se compenser un petit peu la saison prochaine. Mais toujours est-il que cette saison en attaque, il a vraiment été le deuxième générateur d'attaque absolument parfait à côté de Shai. Où sont-ils ? Ouais. C'est pas le deuxième meilleur joueur de pull-up, on parle pas de niveau, on parle de performance là, pour l'année. Bien sûr. Qui était impressionnante. Donc voilà, effectivement. Mais non, mais là où c'est bon signe, je trouve, c'est que c'était un peu une des faiblesses de son profil l'an dernier et enfin voilà, quand il était rookie, c'est-à-dire qu'on voyait le potentiel sur drive, etc. Mais on se disait, mais à quel point est-ce que le pull-up est vrai et pour de vrai, à quel point il est réel. Et d'ailleurs, tu vois, si on avait su, dès la draft qu'il avait ce pull-up et ce potentiel de pull-up qui allait se concrétiser, je pense qu'il aurait été drafté encore plus haut.
en vérité. Oui. Parce que moi, je me souviens que c'était un peu ça la limite, quoi. En tout cas, le doute, c'était, ok, super athlète, etc., les mensurations, le drive, mais est-ce que vraiment c'est viable par rapport au pull-up? Donc, le fait que ça se concrétise, c'est très bien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'a pas encore du tout un joueur de pull-up à 3 points à haut volume, quoi. C'est plutôt des pull-up plus proches du panier, mais en même temps, je trouve que c'est aussi là où il va faire son beurre, quoi. Le côté, je fais mon drive, je m'arrête un peu dans la mi-distance, et puis je le mets avec automatique. Non, c'est un abus de langage, mais il le met à un très haut taux, quoi. Donc ouais, il y a un peu cette idée que, tu vois, c'est pas des step back à 3 points, c'est même pas des longs 2 en sortant du pick and roll, en dégainant d'assez loin. C'est des pull-ups, je trouve, un peu plus proches du panier, mais en même temps, tant qu'il les met avec une très haute efficacité, c'est hyper bien. Et alors, moi, la stat que j'avais sur Jalen Williams, mais pour continuer à parler de lui, mais moi j'avais noté 24,2, c'est son usage en fait. Son usage, son volume de responsabilité, et je l'avais noté pour dire, mais 24, c'est peu, et surtout 2025, est-ce qu'il serait pas temps qu'on monte à 30, quoi? Un peu la barre des stars, 30% d'usage. Est-ce qu'on n'est pas déjà, enfin, est-ce que c'est pas trop peu? je trouve déjà tellement bon, tellement efficace, tellement bon passeur, que j'aurais presque envie que déjà on ait eu, ou en tout cas que bientôt on ait très vite un plus haut usage, parce que on l'a même pas encore détaillé, mais le mec est efficace partout, il sait à peu près tout faire. T'as parlé des pull-ups spécifiquement, je veux dire, mais même l'ensemble de son jeu, 7% plus élevé que la moyenne NBA sans scoring, donc c'est un score plus 7%, c'est excellentissime. En chiffre brut, si vous voulez, c'est 1,24 points par tir au général. C'est entre Devin Booker et Paul George, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. sur les plutôt gros volumes, on est 17e de NBA sur plus de 63 joueurs, avec donc 24% d'usage, donc on est plutôt vers le haut. Les drives, c'est pareil, on est plutôt bien classé, 22e meilleur driver de NBA parmi les plutôt gros drivers. Il y a du toucher de balle, il y a les flotteurs, il y a les pull-ups proches du panier, comme tu en as parlé, 50% sur les longs 2, donc il n'en prend pas des tonnes, mais il les met, les longs 2, 43% sur les 3 points. Le passing, je pense qu'on a un vrai point forward qui est vraiment, je trouve, un peu sous-estimé en termes de passing, à mon sens. Bref, est-ce que, pour revenir à l'usage qui était ma stat, qu'est-ce qu'on attend pour le faire péter à 30% ou 32% d'usage, quoi? Le départ de Josh Giddey, voilà. Mais c'est globalement, hein, on va être honnête. Non, mais la saison de Jalen Williams, et puis surtout durant l'été, il y avait eu ce débat où en tout cas, on a senti que le coaching staff d'OKC a voulu lui faire prendre de la masse physique pour vraiment l'ancrer en tant que poste 3, voire même poste 4. Parce que de par la construction du roster, il fallait un ailier. Et c'est un peu lui qui s'est dévoué en disant bon, ok, j'ai des bras, j'ai une envergure immense, j'ai une taille qui est pas non plus exceptionnelle. Par contre, je vais prendre vraiment de la musculature pour être vraiment cet ailier, un peu ce stabilisateur. Et ça pouvait amener potentiellement une perte d'efficacité. On sait qu'il y a certains joueurs, lorsqu'ils prennent du volume, de la masse physique, ça peut parfois altérer leur jump shot, ça peut leur faire perdre un petit peu en qualité de pur tir, de mécanique. C'est pas du tout le cas de Jalen Williams. Et moi, je trouve, voilà, il m'a ébloui cette saison. Sur le playmaking, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un playmaker sous-estimé et que le départ de Josh Giddey va l'amener à plus de responsabilités dans ce domaine-là. Après, pourquoi l'usage est aussi bas entre guillemets? Parce que il a encore cette tendance, beaucoup moins que la saison rookie, mais à disparaître parfois dans certains moments. Il l'a eu en playoff. Il n'a pas eu tant que ça en saison régulière, où justement c'était la critique qu'on avait fait avec Pierre de We Are Thunder lorsqu'on avait fait un épisode dédié sur Jalen Williams avant le début de la saison. On disait il y a des moments où il se cache un peu. En saison régulière, il ne s'est pas du tout caché. Les fans d'OKC le savent très bien. Dans des matchs serrés, c'est souvent Jalen Williams qui a su prendre les commandes et qui a su faire les bons choix et rentrer les tirs quand Shai Gilgeous-Alexander n'était pas toujours au niveau. Et puis voilà, comme tu l'as dit, la progression en attaque est complète. J'émettrais un petit peu de réserve au-delà du volume qui pourrait être encore meilleur. Je pense qu'il y a une problématique... Pardon. Il y a une problématique sur le trio Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Jalen Williams, c'est que ça manque d'un joueur qui ait un gros volume à 3 points. Je pense qu'on est beaucoup sur même globalement, le starting 5 d'OKC, c'est pas un starting 5 qui prend énormément de 3 points en termes de volume. Je pense que pour que ce trio soit encore plus complémentaire en attaque, il y a quelqu'un qui va devoir être un plus gros volume à 3 points. Et Jalen Williams, finalement, sur les 14 tirs qui tentent, il y en a seulement 3 qui sont à 3 points. Et si on prend le 3-point attempted rate plus, donc le ratio tir tenté vis-à-vis des 3 points, 100 c'est le plus, donc 100 c'est la moyenne NBA. Si vous êtes au-dessus, c'est mieux. Si vous êtes en dessous, si vous êtes à moins de 100, c'est moins bien que la moyenne NBA. Il est à 61, c'est-à-dire qu'il fait... il y a 39 points en dessous de la moyenne NBA. C'est quand même assez bas, voire même très bas.
Donc ça, c'est un point qui m'inquiète un petit peu. Et le deuxième point qui est aussi lié à un plus, ou en tout cas au ratio entre le tir, c'est le free throw rate plus. Donc là, le ratio entre le nombre de tirs tentés et le nombre de fois où il provoque des lancers francs. Et je salue justement Alan Guillot de Santa Clara parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui cette saison. C'est qu'il va pas suffisamment provoquer il va pas suffisamment provoquer des fautes, il va pas suffisamment sur la ligne des lancers. Tu vois, tu as parlé du fait que justement il allait tenter des tirs qui étaient du short mid. Moi, j'aimerais bien que parfois, ou un peu plus souvent que ce qu'il a fait cette saison, il aille vraiment au cercle, il aille provoquer des lancers, parce que Jalen Williams a totalement le coffre physique pour pouvoir provoquer des lancers, et même si ces lancers sont pas provoqués, il a suffisamment de toucher et suffisamment de capacité athlétique pour pouvoir finir près du cercle, et forcément, il va finir à un taux plus élevé que lorsqu'il s'arrête et fait des short mid, quand bien même son taux de réussite est plus élevé. Donc moi, ouais, c'est les deux petits points sur lesquels il doit progresser. Alors c'est un joueur de deuxième année, donc forcément, même si c'est un joueur plus vieux, parce qu'il me semble qu'il a, il a 23 ans, donc voilà, c'est un joueur qui a été drafté plus vieux que d'autres profils un peu bruts offensivement, mais ça reste un joueur de deuxième année, donc pas complètement fini. Peut-être que l'axe en année 3, au-delà de la progression en termes de l'usage, c'est soit, alors c'est un peu contradictoire parce que c'est deux zones qui sont extrêmement éloignées, mais soit un plus grand volume à 3 points, soit plus de provocation de lancer. Et je pense que déjà, si tu as un des deux la saison prochaine et que tu gardes la même efficacité et le même niveau de playmaking, eh ben, tu as un joueur qui sera hyper complet, qui sera pas très loin d'un top 35, top 40 NBA. Quand bien même, il doit déjà pas en être très loin lorsque tu feras la syllabe cette saison. Oui, à mon avis, il va falloir avec le 35-40, voire même un peu plus, hein, comme tu dis. On verra ça plus tard dans l'été, notre top 100. Mais bon, après, tu vois, c'est un joueur plus vieux, mais tout de même qui a été drafté plus vieux, mais qui a été le rayon de soleil d'OKC, non? Badam tam pam. Pardon pour le jeu de mots. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, sur les nuances que tu as apportées. Je pense que lui a été beaucoup plus affecté par les schémas défensifs de Dallas, donc le manque de spacing notamment, que HDA, on va en parler, mais qui malgré l'élimination a fait une série absolument incroyable. Mais oui, le côté création, peut-être qu'on n'a pas encore passé le test complètement, on va dire, en play-off. Et le 3 points, oui, le 3 points, c'est le volume à surveiller, parce qu'on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus tout de même, ça je suis totalement d'accord. La finition, j'ai envie de dire, c'est un peu le paradoxe des bons finisseurs, en fait, en un sens. Je prends toujours un peu les mêmes exemples, donc je vais essayer de changer, mais voilà, quand tu as des joueurs qui ont un bon toucher de balle et qui arrivent toujours à faire des belles finitions, ils grandissent et ils se développent en faisant ça, et donc pas tellement en attaquant le contact, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les mettre, quoi. Donc voilà, des Irving, Haliburton, des Jokic ou des mecs comme ça, ils n'ont jamais eu des taux de lancer franc très élevés, hein, et parce qu'il y a toujours ce truc de mais je suis capable de le mettre, le tir, donc pourquoi est-ce que je foncerais dans le défenseur, provoquer le contact et ne pas être en bonne position de tir, alors que je pourrais, moi, je sais que je peux me libérer une position de tir et le mettre en plus. Donc c'est un peu le paradoxe, mais je te rejoins que ça ferait du bien, quoi. Ça ferait vraiment du bien s'il pouvait être un peu plus agressif, et en effet, même si il pourrait y avoir un peu plus de déchets ou quoi, une période de transition, mais si on pouvait faire cette évolution que les petits pull-up à 1 mètre du panier ou à 2 mètres, ils fassent un peu plus l'effort d'aller chercher des fautes parfois, à mon avis, ce sera un boost incroyable, et tu vois, ça le ferait passer de, là, j'ai dit 22e meilleur driver de NBA en termes de productivité globale, tu rajoutes des lancers francs en plus, je pense que c'est quelqu'un qui peut largement aller titiller le top 10, top 5 NBA, en fait, hein. Moi, je sais que je suis très haut sur son potentiel, mais c'est un peu pour ça, parce que en fait, c'est pas comme si tu demandais à un mec très petit, très fin de devenir une machine à lancer franc. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très grand, qui est très, très long, grosse envergure, et déjà assez costaud. Donc, il y a juste un degré d'efficacité à ajuster, quoi. C'est pas Brandon Ingram, quoi. Il y a juste un côté agressif avec sa carrure à utiliser, sachant que, donc, par ailleurs, il a aussi le toucher de balle. Donc, à mon avis, il est possible que dans 5 ans, on parle d'un potentiel All-NBA First Team, MVP. J'exagère un peu, hein, mais je caricature, mais parce que, en fait, ce sera devenu un driver d'élite, top 3, top 5 NBA. Pour moi, la possibilité existe. Mais je suis d'accord que pour l'instant, c'est pas encore là. Mais tout de même, quoi. Tout de même, on a un passeur qui, je sais pas si je dirais meilleur passeur qu'SGA. En tout cas. Ah, ça, c'est le débat. C'est le débat qu'on a souvent. Je trouve que la palette est très variée, en tout cas. Mais SGA, SGA crée du playmaking pas par son
passing pur de haut niveau, mais parce qu'en fait, il crée tellement de décalage dans une défense qu'ensuite, il fait les bonnes lectures, et voilà, quoi. Mais il n'y a pas un créatif de chapeau 1 comme Doncic, comme Trae Young, etc. Mais bon, le résultat final, c'est quand même qu'il crée beaucoup de passes, de facto. Mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Jalen Williams, le potentiel de scoring, le passing déjà, la défense, évidemment. Et juste pour dire, petit, tu sais, je m'amuse à faire des filtrages parfois sur la saison NBA, donc plus de 1000 minutes. Voilà. Plus donc de 24% d'usage comme lui, donc un certain volume d'utilisation évidemment. Une certaine efficacité, donc j'ai mis 1,20 points par tir, voilà, donc plus que ça en termes d'efficacité. Et aussi plus de 0,8 de ratio de playmaking, donc qui a tout de même une certaine tendance à faire des passes, pas seulement scorer pour lui-même, mais à faire des passes, plus de 0,8, c'est pas mal comme ratio, et dans le même temps aussi, moins de 8% de turnover percentage. J'aime bien lier les deux, parce que voilà, si tu fais pas de passes, et donc c'est pas aussi impressionnant de ne pas faire de turnover, donc un peu lié à la fois beaucoup de passes et peu de turnover, et donc il n'y a que 4 joueurs qui répondent à ces critères, donc en termes de un volume efficace, passeur mais peu de déchets, Jalen Brunson, SGA, Jimmy Butler, Jalen Williams. Voilà. Et voilà pourquoi, pour boucler la boucle. Il n'y a même pas Tyrese Haliburton. Et Haliburton, non, je crois qu'il n'est pas sur mon filtrage. Alors, je sais pas pourquoi. Il doit avoir un peu plus de turnover, peut-être. Ouais, c'est possible. Il fait quand même beaucoup de passes. Mais non, mais voilà pourquoi je parlais de mon usage. L'usage de à peine 24%. Quand tu fais partie de cette liste, et d'ailleurs, j'avais un peu la même réflexion avec Butler, quoi. Quand tu es à ce point bon en termes d'efficacité, scoring, passing et propreté, moi, j'ai envie d'en voir plus. Donc, j'espère qu'on aura l'an prochain beaucoup plus, quoi. Oui, et puis même globalement, enfin, rapidement, on s'étale pas mal sur Jalen Williams, mais vas-y. La progression défensive cette saison est colossale comparée à sa saison rookie. Alors forcément, le coffre est un peu plus grand, mais c'est très souvent lui qui s'est retrouvé à être le défenseur sur le deuxième meilleur attaquant adverse, parce que le premier c'était toujours Lou Dort, peu importe le profil, sauf si vraiment on était sur des Jokic ou sur des Joel Embiid. À partir du moment où tu n'es pas un pivot, tu étais sûr que si tu étais le meilleur attaquant de ton équipe, c'était Lou Dort qui allait défendre sur toi. Hormis quelques situations où c'est Jalen Williams qui a défendu directement sur Kevin Durant, par exemple. Je trouve que autant il a un peu perdu, forcément, vu qu'il défend un peu plus sur le porteur de balle, il a un peu perdu cette capacité à créer des turnovers ou des deflections off-ball. Il est un peu moins bon sur les interceptions que ce qu'il était en saison rookie. Le côté ligne de passe sans ballon, tu veux dire? Ouais, c'est ça, tout à fait. Un peu comme ce que peut être Paul George, un peu comme ce que peut être Shea aussi, des joueurs qui créent des pertes de balles via des interceptions sur du jeu off-ball. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment un joueur qui a amené une certaine stabilité défensive et qui, avec l'arrivée d'Alex Caruso, va peut-être retourner dans ce rôle de, comme j'ai déjà 2 défenseurs élites sur le point of attack, peut-être un peu plus softball et créer des interceptions. Et si jamais un des deux est sur le banc, je repasse dans ce rôle-là. Mais je trouve que offensivement, on en a beaucoup parlé de sa progression. Je trouve que défensivement, là aussi, on avait quelques réserves parce que c'était uniquement par flash sur sa saison rookie. Et là, j'ai trouvé ça beaucoup plus régulier. Ouais, d'accord. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si je t'avais posé la question ou alors c'est dans un hebdo, mais c'est peut-être l'hebdo avec toi. T'en as pas, quand tu as fait, c'était OKC contre Milwaukee, c'était l'hebdo, je sais plus si c'était avec Azad ou avec Baptiste. Tu avais posé la question interdite. Ah, la question, oui. Est-ce que long terme, Jalen Williams va pas être plus fort qu'SGA? Ouais. Je sais pas, mais peut-être que j'exagère, hein, mais moi j'aime vraiment tellement ce potentiel. Et bon, la différence, Shai, on va en parler, Shai est déjà une anomalie, donc c'était peut-être c'est plus pour rehausser l'image de Jalen Williams que dire l'inverse que SGA, pardon. Mais bref, on va en parler de SGA. Alors moi, ma 3e stat du jour, j'en ai pas parlé encore, enfin, en tout cas j'en ai pas donné une. Moi je vais partir rapidement sur 5. Pourquoi? Parce que 5 c'est le rang de Chet Holmgren au niveau de l'efficacité sur drive, justement. Alors pas sur des gros drivers, on n'est pas à 10 par match, hein, mais le filtrage il est à minimum 5 par match, et donc c'est le 5e plus efficace parmi les drivers modérés, on va dire, en chiffre brut 1,34 points par tir. Le chiffre on s'en fiche, mais donc sachez que c'est 5e derrière Nikola Jokic, évidemment, quand on parle de premier NBA, Nikola Jokic. 2e, évidemment, c'est Embiid, hein, dès qu'on parle de 2e NBA, c'est Embiid. Luka Doncic, qui est 3e, avec pourtant un volume énorme, et Giannis, qui est 4e. Giannis, et ensuite, voilà. Ouais, exactement. Et après, c'est Chet, avec son volume un peu modéré, et de nouveau, SGA, etc., DeRozan, les habituels, qui ont des plus gros volumes. Mais pourquoi je voulais parler de ça, alors que pourtant, c'est pas un gros volume, c'est que ça illustrait assez bien... ce que j'aime beaucoup chez Chet, cet aspect de très polyvalent en attaque aussi. On a bien développé la défense déjà sur la polyvalence défensive, mais la polyvalence offensive aussi, elle est assez impressionnante. Et tu vois, j'aurais pu parler du fait qu'il shoot à 37% à 3 points sur plus de 4 par match, qui est évidemment
très important. Je pense qu'on a en effet un poste 5 qui est un peu une licorne parce que c'est ce que tu veux, quoi. C'est que ton protecteur de panier puisse shooter. Ça a des conséquences sur le terrain qui sont énormes parce que tu le mets en tête de raquette ou tu le mets à 3 points sur l'aile plutôt que dans le corner et tu forces le protecteur de panier adverse à le défendre donc à s'éloigner du panier. Voilà, ça a des répercussions assez grandes ce tir, mais il n'y a pas que ça justement. C'est pas Porzingis par exemple, c'est pas Brook Lopez. Pour moi, la force de Chet, c'est aussi que si tu as un close-out sur lui quand il est sur l'aile ou dans le corner ou à 3 points, il peut attaquer. Il peut attaquer et il a ce dribble, il a ce jeu en sortie de dribble, surtout pour aller donc au panier, comme dit, 5e meilleur driver de NBA sur son volume. Et il y a le passing aussi, qui n'est même pas inclus dans cette stat d'efficacité, mais il y a le passing. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses, mais pour moi, c'est là où c'est le fit parfait, un joueur absolument génial, c'est que non seulement c'est un 5 qui t'aère le terrain en un sens, mais c'est aussi un 5 qui, quand tu vas faire un close-out sur lui, il peut attaquer et il peut continuer à faire vivre le décalage et c'est le jackpot, quoi. De toute façon, moi je l'avais dit, c'était le joueur. Enfin, moi, je suis pas très fan des pivots. Typiquement, c'est le pivot dont je rêve. C'est vraiment protecteur de cercle qui tire à 3 points avec un petit peu plus connecteur que réellement playmaker. Mais voilà, moi, c'est exactement ce genre de pivot que j'apprécie. D'où l'intérêt de le mettre au poste 5 et pas de le mettre au poste 4 pour le faire jouer à côté d'Isaiah Hartenstein. Ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être dans un an quand on fera les 10 stats de la saison sur OKC. Je mettrais peut-être une petite nuance sur le tir parce qu'il y a quand même eu une vraie baisse d'adresse entre le pré-All-Star break et post-All-Star break. Oui, parce qu'il avait commencé très très fort en début d'année. Il est à 39% à 3 points sur les 55 premiers matchs. Il est à 32,5 sur les 28 d'après. Et il doit être à 27% à 3 points sur toute la campagne de playoff. Ça c'est bien, 26%. Ça s'est bien fait sentir la perte d'adresse de Chet, notamment à 3 points, encore plus en playoff. Il y avait une autre stat aussi qui aurait pu être assez facile à citer quand on parle de Chet, mais c'est 82. 82, c'est le nombre de matchs de saison régulière que Chet a joué. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs de la saison de OKC. Peut-être un petit peu de fatigue aussi, et on sait que c'était un objectif personnel. Il l'a avoué à demi-mot de jouer l'intégralité de la saison régulière. Peut-être que sur des profils comme ça qui sont très demandants en énergie, que ce soit défensivement ou offensivement, ça a un peu l'impacté sur une fin de saison et donc un petit peu des tirs forcément qui sont un petit peu plus courts, peut-être une perte de confiance dans son tir aussi face à Dallas, donc impacté négativement. Après, offensivement, sur le dribble, je pense que je serais un poil plus bas et globalement, je suis un poil plus bas que Chet. Je pense qu'il a progressé tout au long de la saison. Il y a moins de séquences qu'on a pu voir. En fin de saison, il y a eu moins de séquences que ce qu'on a pu voir en début de saison où il se fait piquer la balle par des joueurs plus petits sur des situations où il dribble. C'est moins arrivé, c'est une progression qu'il a eu en cours de saison. Après, il y a encore beaucoup de séquences, moi, qui me frustrent un petit peu, qui frustrent la fanbase où tu as un rebond offensif, t'as un rebond défensif, c'est lui qui va remonter la balle. Alors forcément, dans les schémas offensifs, d'avoir un intérieur qui remonte la balle et qui initie un petit peu le jeu en attaque, ça génère du chaos terrible dans les défenses adverses, mais pour l'instant, il n'a pas encore l'efficacité, je trouve, de faire ça régulièrement et avec une fréquence encore plus élevée que ce qu'il a fait cette saison. Mais oui, offensivement, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est un joueur qui est capable d'attaquer les close-out, c'est un joueur qui est capable de finir près du cercle, qui est capable de provoquer des fautes, même si le pourcentage de lancer là aussi a bien baissé en cours de saison. Mais voilà, sur le dribble, j'ai quelques petites réticences et je pense que ma plus grosse réticence sur Chet offensivement, c'est l'incapacité à sanctionner la différence de taille sur du post-up. Et ça, j'en ai parlé toute la saison. Pourquoi aussi les défenses adverses se focaliser aussi peu sur Josh Giddey et mettez le pivot adverse un peu en roamer sur Josh Giddey parce que c'était généralement un ailier qui défendait sur Chet et Chet n'a pas été capable de sanctionner sur du post-up. Alors c'est difficile parce que Chet a quasiment jamais joué de post-up, même à Gonzaga. Je sais que tu avais fait un podcast de 3 heures sur Chet, il me semble que c'était avec Alan Guillou. Avec Alan, ouais. Ouais, où ça n'a jamais été un joueur de post-up, donc c'est difficile de sanctionner. Mais moi, l'exemple que je cite à chaque fois, c'est vraiment face aux Wolves, où forcément c'était une défense élite, les Wolves, donc c'est difficile de bouger un petit peu cette défense, et le personnel était très bon, mais tu as beaucoup trop de situations où tu avais Rudy Gobert qui était en roamer sur Josh Giddey, et tu avais Jaden McDaniels qui était sur Chet, et l'incapacité de Chet vraiment à sanctionner ces profils-là sur du post-up. C'est peut-être quelque chose qui peut complètement déclencher l'attaque et complètement débloquer une partie de son jeu offensif et qui peut encore faire franchir un palier supplémentaire à cette attaque de Casey. Donc moi, c'est la petite réticence que j'aurais, c'est le dribble encore un peu imparfait, et de par son profil, de toute façon, tu vas jamais dribbler comme Kyrie Irving, mais encore un peu imparfait au niveau du dribble, et
peut-être la nécessité de pouvoir un peu plus sanctionner les mismatchs sur du post-up. Non, mais je te rejoins à 100%. D'ailleurs, moi, j'ai parlé sur le basket là, mais pour ça que j'étais plus bas que la moyenne sur l'attaque de Chet à la fac quand on l'avait scouté justement et qu'on avait fait le podcast. Et moi, je disais, mais pour moi, le côté licorne, notamment offensive, ouais, c'est un grand qui peut dribbler, qui peut faire de la création et tout ça. Moi, j'étais absolument pas d'accord parce que, comme tu dis, le dribble, alors encore pire à Gonzaga, mais il driblait très très haut et donc les mecs pouvaient lui prendre la balle assez facilement et voilà, il y avait un manque de contrôle de dribble. Il y avait des moves, ok, il y avait des crossovers, des spins, mais le contrôle en soi n'était pas là du tout. Donc j'avais très peur là-dessus. J'étais même en désaccord avec ce côté création offensive. Mais force est de constater que là, pour l'instant, NBA, il s'est déjà plus amélioré là-dessus que ce que j'aurais pensé. Après, ça ne veut pas dire qu'il a totalement progressé. Et je te rejoins que je ne lui vois toujours pas un potentiel de création en fait sur du dribble. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, il a un peu cette menace 3 points qui n'est pas un shooter à 3 points d'élite, mais s'il est à 37-38% en carrière, il a un catch and shoot qui va être respecté. Et voilà, je trouve que déjà, là où je suis surpris agréablement, c'est que je pensais pas qu'en 1-2 ans, on serait déjà à ce stade où il peut déjà attaquer de manière assez à l'aise les close-out. Mais de l'autre côté, je te rejoins que quid de son potentiel offensif, de cette fameuse création, que ce soit sur dribble, que ce soit au post-up, je pense que là-dessus, on est un peu limité. Et c'est aussi le truc avec lui, c'est que pour moi, on n'est pas loin d'un produit fini, entre guillemets. Non, enfin, je veux pas dire ça, parce que je pense que dans son style de jeu, il peut encore énormément progresser. Mais pour moi, si un jour il devient un scoreur majeur, s'il devient un créateur majeur, si il devient un mec qui peut faire beaucoup de drive, de création et pas un drive où tu attaques déjà un décalage, s'il peut faire du post-up à haut volume efficace, pour moi, c'est peut-être possible, mais c'est improbable. Donc, en un sens, le moule est déjà un produit fini, mais je pense qu'il peut évidemment déjà beaucoup s'améliorer dans ce style-là, quoi, en un sens. Mais voilà, c'est la question de son potentiel, pour moi, passe par de la création offensive, parce qu'en fait, tout le reste, il a déjà, en un sens. Donc on a déjà le role-player parfait, entre guillemets, role-player, parce que un role-player qui est très fort sur des domaines aussi importants, bah, ça en fait un top 30 NBA facile, quoi. Mais voilà, je sais pas quel est le prochain step, et si cette création offensive va venir. Je peux te lancer. Quel est ta 4e stat du jour à nous présenter, à nous proposer pour ce Oklahoma City Thunder 2024? 4e stat du jour, et là vous allez voir que je pouvais prendre 150 stats sur ce joueur, j'ai pris une stat qui vraiment sort de nulle part, c'est 89. C'est le nombre de post-up joués par Shai Gilgeous-Alexander cette saison. Alors vraiment, j'ai pris la stat la plus éloignée pour parler de la saison de Shai Gilgeous-Alexander, mais là aussi c'est un domaine de progression. Parce que si vous prenez les joueurs qui ont joué plus de 89 post-up, pas les tirs, hein, vraiment les possessions qui sont catégorisées comme des post-up cette saison à NBA, vous prenez le point par possession. Bah, premier, il y a Kristaps Porzingis qui est à 1,30. Deuxième, il y a Ivica Zubac qui est à 1,27. Et troisième, il y a Shai Gilgeous-Alexander qui est à 1,19. Je pense que ouais, c'est un domaine dans lequel il peut pas progresser, mais dans lequel il doit encore plus être. C'est-à-dire que le post-up, on n'est pas sur du post-up entre guillemets à la Zubac, c'est vraiment du post-up en tête de raquette. Lui, c'est plutôt dans les corners, souvent pour un turnaround fadeaway à mi-distance, parfois pour directement je passe côté ligne de fond pour finir au panier ou pour aller provoquer des lancers. Et moi, c'est quelque chose où honnêtement, j'ai vu peu de guards ces dernières années maîtriser aussi bien et de manière aussi avec une fréquence aussi élevée pour un guard le post-up que Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que c'est un joueur qui est encore capable d'augmenter ce volume-là et qui peut vraiment lui amener une grosse efficacité. Sur les playoffs, il me semble, alors c'est encore une fois une fréquence qui est encore plus basse, mais il est à 1,40 points par possession sur le post-up. Contre Dallas, il a été efficace face à ça aussi. Donc voilà, je sais que tu vas avoir plein de stats sur l'incroyable saison de Shai Gilgeous-Alexander, que ce soit offensivement ou même en termes de générateur de turnover pour les équipes adverses. Il a été très bon. Protecteur de cercle secondaire, sur la série face à Dallas, il a été très bon aussi. Enfin voilà, un top 3, top 4 MVP largement mérité sur cette saison régulière. Mais voilà, moi je voulais un petit peu appuyer sur ce point du post-up parce qu'on parle beaucoup du bagage offensif de Shai Gilgeous-Alexander qui est du drive, du jeu à mi-distance, mais je trouve qu'il y a aussi ce côté où il n'y a pas forcément
que de l'isolation entre guillemets, que du dribble, il y a aussi la capacité physique via du post-up, soit à enfoncer, soit la qualité technique pour se retourner, pour mettre le jump shot à mi-distance. Non mais effectivement, on en a parlé souvent cette saison. On avait fait un podcast d'ailleurs avec Azad sur ça, sur cet aspect de, il y a une révolution, peut-être pas, mais en tout cas il y a une tendance où le post-up devient de plus en plus aussi l'arme, pas que des pivots, mais aussi des extérieurs, parce que tu as des extérieurs, donc notamment les têtes d'affiche et Tatum et SGA, qui sont très bons sur post-up, et en fait dans le spacing d'aujourd'hui on peut se permettre, et c'est de tels mismatchs que c'est intéressant. Et en effet, SGA, comme dit, c'est un peu la tête d'affiche de ça pour l'instant, le côté post-up des petits qui apparaît de plus en plus en NBA, donc c'est à suivre. Et alors j'avais noté, effectivement, moi j'avais noté 3, mon chiffre sur SGA, parce que en fait il est top 3 sur les 3 domaines de création. Il est donc comme tu as dit, post-up il est 3e, isolation, donc post-up 1,19 points par possession, isolation 1,11, il est 3e de NBA aussi parmi les joueurs d'isolation à plus de 3 par match, donc les gros volumes, on a déjà parlé ensemble, mais les 2 premiers c'est Harden et Kawhi Leonard, et donc lui il est 3e, et puis pick and roll il est premier, voilà, pick and roll premier en termes d'efficacité sur pick and roll, 1,14 points par possession pour SGA sur les gros volumes de pick and roll. Donc voilà, la sainte trinité de la création, j'ai envie de dire pour SGA, qui est top 3 dans les 3 domaines de création. Et c'est là-dessus où c'est d'autant plus impressionnant, je pense, parce que on peut et on va en faire des tonnes sur lui, parce qu'il est extraordinaire. Mais c'est là où je trouve ça d'autant plus intéressant et d'autant plus remarquable, c'est que 110 de true shooting plus, donc une efficacité au scoring qui est 10% au-dessus de la moyenne, c'est énorme, c'est énormissime pour son volume de responsabilité. Donc efficacité historique. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il le fait donc quasiment que sur de la création, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais en termes de pourcentage de paniers assistés, il est 2e plus petit total de NBA. Il n'y a que Luka Doncic qui est moins assisté, qui a moins de paniers créés par autrui. Donc c'est là-dessus où tu vois, il est 4e en efficacité, derrière les classiques, Jokic, Embiid et Giannis. Voilà. Donc il est 4e, mais en étant beaucoup moins assisté que ces 3-là, et avec beaucoup plus de création, comme on vient de le dire, avec cet aspect pick and roll, isolation, post-up, il est top 3 à chaque fois, et même premier en pick and roll. Donc ouais, vraiment, j'insiste, mais plus 10% d'efficacité relative à la moyenne de son époque, c'est une barre symbolique de « Ah ouais, on fait une très 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 grande saison ». Il n'a pas... Et pour vous dire, depuis 1980, sur un tel volume, être à plus 10% d'efficacité, il n'y a même pas 70 saisons, je pense, de mémoire. Il y en a 8 de Nikola Jokic. C'est ça. Mais il m'a frustré parce qu'il s'est blessé à la mi-mars, grâce à John Collins qui lui a fait un croche-patte. On remercie les croche-pattes de John Collins. Il a perdu en efficacité à partir de là. C'est justement, tu en avais parlé dans l'hebdo, mais le match face à Milwaukee où il est blessé au niveau de l'adducteur. Il n'a pas du tout l'explosivité. Il est vraiment cata. Parce qu'à un moment, il était à 112 de true shooting, il était au même niveau que Nikola Jokic. Et je me disais, je regardais les true shooting, je me disais, il est au même niveau que Jokic. Là, c'est quand même, même si c'est une année off pour Jokic, puisqu'il est passé de 121 à 112, il est que 12 points au-dessus de la moyenne. Donc vraiment une année terrible pour Nikola Jokic en termes d'efficacité. Mais voilà. Non, mais t'étais fier de te dire, cet été, je vais aller sur le Basket Lab et je vais dire, il a la même efficacité que Jokic, quoi. Non, mais moi, j'ai toujours été Jokic MVP. Alors que la fanbase d'OKC était très Shai Gilgeous-Alexander MVP. Quand j'avais fait mes classements après la saison régulière, j'avais même mis 3e derrière Luka Doncic. Donc on peut pas dire que je suis biaisé, on va dire, de manière positive sur la saison de Shai Gilgeous-Alexander. Mais oui, je trouve que ça a été un joueur qui a encore passé un autre palier, et un truc dont on parle pas souvent lorsque c'est lorsque ça concerne Shai Gilgeous-Alexander, même si tu l'as un peu esquissé tout à l'heure, c'est que oui, il fait assez peu de passes, mais la différence de le turnover pourcentage, donc combien de pertes de balles, le pourcentage de tes pertes de balles par rapport aux pertes de balles totales de l'équipe de Shai est tellement plus bas que celui de quasiment toutes les superstars ou tous les joueurs qui sont à ce niveau-là, parce que il est à 7.9, il me semble, de turnover pourcentage cette saison. Ouais, c'est ça, 7.9, 91e centile à son poste. Sinon, il n'y a que les rois, entre guillemets, du turnover pourcentage, Tyus Jones, Peyton Pritchard, il y a Jalen Brunson qui est pas très loin. C'est vraiment cette capacité à jouer du jeu sur isolation, donc de la création individuelle pure, et ne jamais perdre la balle. Il me semble, j'ai pas la stat exacte, mais sur les drives, il doit être à 2.5% de turnover pourcentage. Un truc incroyable comparé au volume énorme de drive qu'il fait. Offensivement, il a été incroyable. On en avait parlé l'an dernier, là aussi, lorsqu'on avait fait les 10 stats de la saison. On avait dit, son efficacité, il était à 108 de true shooting plus,
Mais pourquoi il y avait une telle efficacité? Parce que aussi, le Free Throw Rate Plus était énorme. Il était à 201 de Free Throw Rate Plus, donc 101 au-dessus de la moyenne. Il est toujours élevé cette année, il est à 179, mais ça a quand même un peu baissé. Par contre, si vous prenez le FG+, donc encore une fois, le pourcentage au tir pour donner un truc un peu plus raccord et un peu plus qui augmente la valeur du 3 points qu'un simple pourcentage au tir dans la moyenne NBA. L'an dernier, il était à 97, donc 3 points en dessous de la moyenne NBA. Là, cette année, il est à 104, donc 4 points au-dessus. Là aussi, on parlait de la progression sur le FG. La progression au shot-making de Shai Gilgeous-Alexander est quelque chose à noter, là aussi, parce que voilà, c'est pas quelque chose, c'est peut-être quelque chose qu'on a considéré comme acquis trop vite, quand bien même il était 5e du MVP la saison passée, il est parvenu, il a réussi à progresser dans son scoring individuel, alors qu'il sortait déjà d'une saison où il était top 5 MVP. Non, effectivement, c'est moins de lancers francs, mais plus d'adresse, on peut dire. Et un shot-making toujours de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est le match du 4, non? Le match hyper bizarre qu'OKC gagne alors qu'ils perdent sur tous les tableaux. Oui, il met que des mi-distances. Et il fait un truc de dingue, mais non, mais le shot-making pur est assez extraordinaire, quoi. Franchement, c'est... Alors, en détail, hein, si vous voulez les chiffres, 4e drivers le plus efficace de NBA en termes d'efficacité sur les gros volumes. Par contre, en termes de volume, c'est le premier. OKC fait beaucoup de drives et SGA est un peu le moteur de ça. Il a plus de 23 drives par match. Et là encore, pour le coup, il y a cet aspect où, en fait, c'est le résultat final qui compte. C'est pas tant la manière, et donc pourquoi je dis ça, c'est par rapport au passing. Tu peux être un passeur hyper créatif, mais si t'as pas la menace au scoring, il va pas y avoir de décalage dans la défense pour que ton passing puisse les exploiter, de type Josh Giddey par exemple, ou Ricky Rubio, ou des mecs comme ça. Et SGA, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, ok, il a pas un passing créatif de génie, mais en fait, le mec, avec son drive, avec sa menace, crée tellement de brèches dans la défense que, en fait, les fenêtres de passe sont évidentes et qu'en fait, il arrive à générer du jeu comme ça. Et donc, tu peux te dire, oui, mais intrinsèquement, il est moins passeur créatif qu'un tel ou un tel. Oui, mais sur le résultat final, quelle est la production? Un peu d'ailleurs, ironiquement, un peu comme Westbrook à l'époque, qui était un peu dans le même modèle de création de jeu, par cette menace, encore et encore. Donc pour moi, tu vois, le fait qu'il ait moins de créativité pure n'en fait pas quelqu'un qui est forcément moins bon au playmaking, quoi, pour le coup. Et même au niveau des stats, tu vois, on peut dire, ouais, il a un faible nombre d'assists par match, mais il y a beaucoup de hockey assists, donc du coup, pas des vrais assists, quoi. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs créateurs de jeu de NBA qu'on ait, en plus de son shot-making, en plus du fait qu'il est à 47% sur les longs deux, ce qui est extraordinaire, 53% sur les short mi-distance, etc., etc. Mais voilà, et puis juste, dernière chose aussi, au niveau de la série contre Dallas, j'ai calculé, il était à 121 de true shooting plus. Voilà. c'est pas mal du tout. Dans une série où il joue tout seul, du côté de son équipe, il joue tout seul. Mais après, revenir rapidement sur le playmaking, parce que voilà, je déborde sur Shai comme j'ai débordé sur Jalen Williams. Non, vas-y. Le côté aussi passeur en mouvement. C'est-à-dire que tu as des passeurs qui vont être Josh Giddey, encore une fois. Josh Giddey, c'est des passeurs assez statiques. C'est entre guillemets de la manipulation de défense, alors que chez Gilgeous-Alexander, il n'a pas du tout ce côté passeur statique. Par contre, passeur via le dribble, que ce soit après le pick and roll ou que ce soit après une première création, il est très bon. Et un peu au niveau du passing, moi je le comparais un peu à Giannis, dans le sens où c'est pas du tout les mêmes profils, mais par contre, c'est des passes assez simples, mais qui proviennent d'un premier décalage qui est créé par le dribble. Et comme ces deux joueurs qui vont assez souvent au cercle, on va dire que les types de passes qu'ils font sont souvent les mêmes. Je rajouterai un deuxième point, il a progressé au playmaking dans le sens où il y a des choses, notamment les skip passes, donc les passes vers le corner ou les passes de corner à corner de Shai Gilgeous-Alexander. On l'a vu en faire cette saison alors qu'on ne le voyait pas du tout sur la 2022-2023. Donc en tant que playmaker, il a progressé et je crois que tu en avais parlé aussi quand tu avais fait le débrief de je ne sais plus quel match, mais l'incapacité d'OKC de faire des passes de corner à corner. Donc des skip passes potentiellement et du coup de renverser complètement le jeu. Je pense que c'est quelque chose qui a coûté aussi extrêmement cher sur la série face à Dallas. Ouais. Oui, quand tu as une défense qui surcharge le terrain d'un côté, il faut renverser de l'autre côté, quoi. Là où il y a l'ouverture, mécaniquement. Et là où je pense que pour le coup Caruso va apporter ce côté-là et va améliorer cet aspect-là du jeu. Ah mais alors attends, transition parfaite, puisqu'on parle de ça, je vais caler la mienne de 4ème. Sauf si au suivant on peut encore faire 20 minutes sur SGA, ça me dérange pas de dire à quel point il est extraordinaire partout. On en parlera dans la syllabe, mais
peut-être rapidement, sur son côté défensif, parce que je sais que ça fait débat. Ah oui. Pour moi, ce n'est pas un bon défenseur sur l'homme. C'est-à-dire que c'est un défenseur moyen. Il est dans la moyenne de la ligue sur l'homme. Il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que c'est la meilleure superstar two-way, etc. En début de saison, parce qu'il était à 3 interceptions par match. Non. Pour moi, il est dans la catégorie Paul George, mais off-ball. Hein. Je dis pas on-ball Paul George, bien sûr. C'est je coupe les lignes de passe sur les deflections, et sur ça, il est très bon. Un peu dans ce rôle de free safety défensif. Ouais. Sur ça, il est excellent. Ouais. Par contre, sur l'homme, non. Il y a beaucoup de situations où il fait du Westbrook, et ça m'embête un petit peu. C'est je laisse passer mon défenseur et je tente l'interception par derrière, ça m'énerve. Il y a à côté aussi où, sur la défense, typiquement sur l'isolation, il n'est pas toujours très bon. Donc voilà, je relativiserai un petit peu sa défense pour dire que non, c'est un défenseur moyen. Par contre, là où sa défense est extrêmement valuable, notamment face à Dallas, il y avait de la protection de cercle secondaire, ce qui montre un petit peu aussi l'absence de protection de cercle au global, c'est que chez Gilgeous Alexander était ton deuxième meilleur protecteur de cercle derrière Chet. Et par contre, là où il est extrêmement valuable, c'est sur la capacité, comme on l'a dit au début, à générer des pertes de balles et du coup à créer directement des situations de transition offensive. Je te rejoins sur le playmaking, un peu moins sur la protection de panier. Et en fait, sur le jeu off-ball en général, où je trouve que parfois il peut se faire cibler. Alors, pas tout le temps, mais dans les matchs où il est pas bon, il y a des fois où l'attention off-ball et le côté je dois être le low man ou des trucs comme ça, parfois ça peut être ciblé. Mais bon, après on est dans de la nuance là, je pense. Mais sur le côté playmaking, ça fait aussi partie de cette identité défensive très forte. Hein, ce playmaker avec des bras interminables, ça fait aussi partie des forces du profil, hein, forcément. Mais non, justement, je voulais un peu enchaîner avec une stat collective avant de terminer par des individualités tout à l'heure. Mais stat collective que j'avais, moi, c'était 40,2 par rapport à ce côté skip pass et par rapport au renversement de jeu, par rapport à ce qui a fait mal contre Dallas, qui resserre le terrain, qui surcharge. 40,2, on a déjà un peu parlé, c'est le pourcentage en catch and shoot à 3 points d'OKC. Et donc, c'était le deuxième de NBA, sur un volume de 27 par match. Donc, c'est aussi un des plus gros volumes de catch and shoot de NBA. Et sauf qu'en playoff, c'est tombé à 34,5. Et je sais que moi, il y a plein de fans qui n'étaient pas d'accord avec moi quand en playoff, en preview de playoff, je disais, c'est une des faiblesses d'OKC, c'est le spacing. Beaucoup de monde n'était pas d'accord. Et notamment par rapport à ça, par rapport au fait que tu regardes les stats, tu dis, ouais, 40% à 3 points, deuxième meilleur de NBA derrière Boston. Bon, non, en fait, il shoot bien à 3 points. Or, comme dit, en plus en playoff, non pas que ça me réjouisse, mais en effet, c'est tombé à 34,5% de pourcentage. Et plus que ça, plus que les chiffres de réussite en soi, on a bien vu que, en fait, Dallas a complètement abandonné plein de shooters pour resserrer le terrain. Un truc que, certes, ils ont fait contre tout le monde, mais voilà, contre OKC qui n'a pas un bon spacing, ils l'ont fait, ils n'ont pas été punis. Contre Minnesota, ils l'ont fait, ils n'ont pas été punis. Contre Boston, ils ont essayé de le faire, ils ont été punis. Voilà, assez nettement. Après, le truc, c'est que la conversion est un peu plus complexe que ça pour moi, et je sais pas quel est ton avis, mais il y a un peu cet aspect de... En fait, spacing ne veut pas dire efficacité à 3 points. Pas simplement, en tout cas. Le spacing, c'est une notion de... Qu'est-ce que le spacing? C'est être respecté à 3 points pour pouvoir créer de l'espace à l'intérieur. C'est ça, hein, parce que c'est la notion de le mec est une telle menace à 3 points qu'il retient le défenseur pour que à l'intérieur, tu aies de l'espace pour aller. Littéralement, c'est ça. Mais donc, en fait, le spacing, c'est une notion de respectabilité plus que d'efficacité pour moi. En tout cas, c'est pas que l'efficacité sur la saison en elle-même. Et à mon sens, c'était un peu le problème de cette année. C'est-à-dire que on a Chip England, le spécialiste du shoot qui est arrivé, qui a fait beaucoup de bien, qui a fait progresser tout le monde. Et tout le monde a fait une top saison. C'est pour ça que tu es à 40% en tant qu'équipe, ce qui est énormissime. Hein. Lou Dort, 39%. Casey Wallace, le rookie, 42%. Jalen Williams, 42%, presque 43% sur 3 par match. SGA, 35%, c'est peut-être un peu le seul. Mais Wiggins aussi, 50% en petit échantillon. Kenrich Williams, Jalen Williams, tout le monde a bien shooté, on est d'accord. Mais combien est-ce que tu as de vrais shooters d'élite là-dedans pour moi? Malgré ce côté, ils sont tous à 40%, mais combien tu as de vrais shooters à 40%? Il n'y a pas tant que ça. Pour moi, j'ai Isaiah Joe qui est le shooter d'élite. Mais du reste, tu vois, il y a un côté où ils ont fait une bonne saison, mais ils n'ont pas l'historique derrière eux. Et ils n'ont pas le volume. C'est pas des shooters à volume comme Jalen Williams, par exemple, comme SGA. Ou alors, ils n'ont pas l'historique du genre Lou Dort. On sait que il a fait une bonne saison, mais il n'a pas un passif derrière lui. Et donc, on va encore l'abandonner tant qu'il ne nous aura pas vraiment puni, quoi. Et donc voilà, pour moi, le spacing a été un peu un problème. Je suis un peu déçu pour le coup, parce que c'est ma déception de l'intersaison, c'est que ça n'a pas trop été réglé ce problème-là, pardon, j'arrive plus à parler. On a rajouté Hartenstein et Caruso qui vont faire du bien à la défense, mais je trouve ça manque un peu de spacing encore. Et voilà, pour moi, c'était un peu un des problèmes de cette année. On l'a vu en playoff, mais je sais pas quel est toi ton avis sur ce paradoxe entre on a très bien shooté, mais en même temps, on a manqué de spacing.
Ah si, moi je me bats je me bats de manière assez virile avec des fans du Thunder sur ça. Je rejoins complètement ton avis. Pour moi, en fait, les gens, enfin, une partie de la fanbase d'OKC ne regarde que le pourcentage à 3 points. Et ne regarde pas aussi d'où proviennent ces tirs. C'est-à-dire que il y a souvent l'argument qu'on me sort de dire, bah en fait, c'est juste une série où tu as mal tiré. Et en fait, t'étais la meilleure équipe en termes de pourcentage de réussite à 3 points en saison régulière. Un peu la thèse de l'accident, en disant, bah ça arrive, Ouais. c'est une série où tu as mal tiré à 3 points. Non, je suis pas d'accord. Parce que les tirs n'étaient pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que tu regardes en saison régulière, pourquoi il y a une telle efficacité? Aussi parce que ça provient d'un premier décalage qui est créé, notamment via le drive. Tu as des situations où, voilà, typiquement, tu as chez Gideus Alexander qui drive, il fait un kick-out pour Kayson Wallace dans un corner, ça tombe dedans. Alors que face à Dallas, c'était des tirs de dépit. C'était des tirs parce que tu n'avais pas d'autre solution. Et c'est pas du tout le Ouais. même process, je trouve. C'est le tir que la défense voulait te laisser, alors qu'en saison, tu dis c'est un tir que la défense voulait pas consigner, mais que tu arrivais à créer, alors qu'en playoff, c'était Dallas veut que tu prennes ce tir, en fait. Ça change C'est tout. ça, typiquement la série face à Dallas, c'est on n'arrive pas à accéder au cercle. Eh ben, Lou Dort, vas-y, prends un catch and shoot à 3 points, on fait on fait le fer à cheval, on fait le tour de l'arc de cercle. Et du coup, pour moi, Ouais. le process est tellement différent que forcément l'efficacité va en pâtir et que tu peux pas utiliser l'argument de l'accident, de dire bah, on a mal tiré sur 2 semaines pour expliquer ça. Sur le manque de spacing, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est une équipe, OKC est une équipe qui joue tellement sur le drive qu'elle mériterait peut-être d'avoir encore plus de joueurs capables de sanctionner sur le tir à 3 points. Pour ça que moi, les joueurs que je ciblais durant l'intersaison, c'était pas forcément Lauri Markkanen, mais c'était typiquement un joueur comme Cam Johnson, moi, que t'en as parlé sur l'épisode des Nets avec Amine très rapidement, mais voilà, un gros shooter à gros volume à 3 points avec une bonne efficacité et qui défensivement n'est pas si horrible que ça. C'était des profils vers ce genre de profil où j'aurais bien aimé qu'OKC parte, ou des Corey Kispert, typiquement, grosse efficacité et un petit peu de responsabilité dans la main, un petit peu de capacité de driver. Donc ouais, sur cet aspect-là, je te rejoins un petit peu déçu. Je pense que Caruso quand même va faire du bien, pas tant sur la respectabilité du shooter, mais sur le fait que c'est un joueur qui a une bonne efficacité à 3 points et qui a augmenté un petit peu son volume à 3 points à Chicago. Alors, à voir si ça va se poursuivre sur l'année à OKC. Mais voilà, au moins il va être capable de sanctionner catch and shoot. Mais effectivement, c'est un peu pick your poison. Ce qu'a fait Dallas, c'est que Dallas, ils se sont dit on va fermer la raquette à tout prix vis-à-vis d'OKC et on va essayer de se faire battre par des tirs à 3 points de Lou Dort, par des tirs à 3 points de Kayson Wallace, par des tirs à 3 points de Josh Giddey. Et Ouais. ils ont réussi leur coup. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que pour moi, il y a vraiment une différence fondamentale entre dire on était la meilleure équipe à 3 points, donc on manquait pas de spacing, et de l'autre côté, la réalité où en fait, en saison régulière, c'était des tirs que que tu parvenais à te créer, alors que sur la série face à Dallas, c'était des tirs de dépit parce que tu n'arrivais pas à créer autre chose. Oui, mais c'est ça, mais en même temps, je suis un peu d'accord avec les fans. Les fans que tu as décrits qui disaient c'est une série où on est passé à côté, et c'est vrai aussi. Le truc, c'est que tout de même, il n'y a pas que ça. Comme tu l'as expliqué, hein, c'est que, en fait, c'est pas juste que t'es arrivé à créer du jeu, t'as généré des bons tirs, et c'est juste qu'ils sont pas rentrés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que t'as pas eu une respectabilité de shooter qui a dicté et qui a empêché que Dallas fasse tel ou tel schéma. Donc pour moi, c'est aussi là-dessus qu'il faut lire le spacing et cet aspect que, oui, en effet, c'est une série où t'es passé à côté au shoot, mais tout de même, si Dallas a pu faire ces schémas, c'est pas que... ils ont fait ces schémas avant de savoir que t'allais les mettre ou pas, ça tient, avant de savoir si t'étais dans le dur ou pas. Ils l'ont fait parce qu'ils ne respectaient pas. Donc c'est assez important pour moi, et on verra comment ça va évoluer, parce que, bon, pour l'instant, plein de monde a bien shooté, on est encore plein de jeunes en développement, mais peut-être que les petits volumes d'aujourd'hui seront des gros volumes de demain. Peut-être, hein, tu vois, un Kayson Wallace, un Jalen Williams, on en a parlé, ou des mecs comme ça. Donc peut-être, hein, il y a ça. Peut-être que si Lou Dort commence à faire, non pas une, mais 3-4 saisons d'affilée à 39% à 3 points en 5-6 tentatives, bon, bah ouais, au bout d'un moment, tu vas dire, d'accord, il faut peut-être quand même le défendre, parce que là, il s'est shooté, en fait. Donc ça, c'est à suivre. Mais tu vois, la différence entre SR, saison régulière, et playoff, tu regardes les stats un peu en détail. Alors, petit échantillon, on est d'accord, mais notamment, saison régulière, sur les wide open, les tirs très grands ouverts, wide open, ils étaient à 41% en saison, ils étaient aussi à 41% en playoff. Donc sur les vraiment très très grands ouverts, ils les ont mis un peu avec le même taux. Donc voilà, les tirs où il n'y a littéralement aucune interférence avec la défense. Par contre, sur les tirs seulement open, donc
selon les tracking data, open, donc avec une certaine distance du défenseur, mais généralement ça peut aussi être selon à quel moment le défenseur il est plus ou moins proche, quoi. Forcément c'est pas que open, c'est pas totalement ouvert, quoi. Donc sur les relativement ouverts, on va dire, l'efficacité est tombée de 36 à 29. Et pour moi, c'est aussi une belle illustration de ça, quand tu as des shooters, soit à petit volume, ou pas spontanés, qui ne prenaient pas ces 3 points, soit quand ils les prenaient, mais qui avaient un peu plus le rush de, tiens, le close-out en playoff, c'est pas pareil que celui de, pareil que celui de Kuzma à Washington, quoi. Pardon pour les familles. Mais non, mais il y a un peu cet aspect-là où, c'était pas des top shooters, et donc dans un contexte de playoff avec des mecs de Dallas qui faisaient les close-out de partout, etc., quand t'es un moins bon shooter, peut-être tu peux derrière un peu, quoi. Donc, mais bref, voilà pour la stat collective qui, à mon avis, était un peu au centre de tout de cette équipe d'OKC. Cela dit, c'était aussi pour rappeler que Chip England fait un très bon travail et que c'est peut-être le coup de l'année qu'ils ont fait il y a 1 ou 2 ans, d'être arrivé à piquer ce gourou du shoot qui a fait des merveilles pendant 20 ans à San Antonio, je crois. Ouais, 20 ans. Ouais, il a un petit passif, on va dire. Ouais. Dommage qu'il soit pas encore là pour Wembanyama, parce que Wembanyama aurait pu être un shooter encore plus fantastique, mais bref, ceci est une conversation pour un autre jour. Quelle est donc la 5e stat du jour à nous présenter pour ce OKC 2024 ? 34.4, c'est le pourcentage de catch and shoot à 3 points de Josh Giddey. Et si vous prenez les joueurs qui ont tenté plus de 215 3 points en catch and shoot sur la saison, ils sont 98. Le dernier, c'est Victor Wembanyama, 28,3% de réussite sur les catch and shoot à 3 points. Et Josh Giddey est 90e sur 98. Donc, c'est pas terrible. Et globalement, voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre que c'était pas ouf. Mais c'est sur la saison de Josh Giddey qui a été très compliqué. Je pèse mes mots. Je pense qu'il s'est aliéné une bonne partie de la fanbase durant la saison. Et tu vois, tu parlais du fait que l'autre stat que j'aurais pu sortir, c'est 24.5. C'est son pourcentage, c'est son usage sur la saison. Il a pas été dans le bon tempo, il a dû s'ajuster. Alors c'est lui qui a probablement dû le plus s'ajuster de l'arrivée de Chet Holmgren et de l'éclosion offensive de Jalen Williams, parce qu'il s'est retrouvé dans un rôle où il avait beaucoup moins la balle que ce que c'était le cas durant la saison précédente, ce qui a souligné tous ses défauts. C'est-à-dire que, et là, ça je le répète depuis son transfert, les défauts de Josh Giddey, les défauts qui ont été vus chez Josh Giddey à OKC ne seront pas vus, en tout cas seront moins vus du côté de Chicago parce qu'il aura plus la balle. Le problème, c'est que quand tu joues dans un contexte compétitif avec déjà 2 joueurs qui portent énormément la balle, Josh Giddey il est beaucoup plus off-ball, et Josh Giddey off-ball, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et ça amène justement sur ces catch and shoot à 3 points où ça a été un peu le running gag de la saison. Il a beaucoup été laissé ouvert, il a beaucoup été ignoré dans le corner. Et a raison, parce que 34.4, c'est même pas l'efficacité moyenne de la NBA. C'est sur des catch and shoot, et des catch and shoot qui doivent être à 98% wide open. Donc voilà, c'est le problème théorique, c'est vraiment essayer de faire rentrer un carré dans un cercle. C'est que Josh Giddey n'était pas fait pour fonctionner off-ball à côté de Shai Gilgeous-Alexander, à côté de Jalen Williams, qui sont en plus 2 joueurs qui tentent assez peu de 3 points. Après, il a essayé, je pense qu'il a forcé un petit peu son talent, où même lui, il comprenait que ça marchait pas vraiment, du coup, sur les opportunités et sur les minutes où il était sur parquet, parce que son temps de jeu a radicalement baissé, voire même au point d'être benché sur les 2 derniers matchs face à Dallas. Il a essayé justement un petit peu de forcer son jeu, et du coup, parfois, il prenait beaucoup trop de jeu à son compte. Il venait un petit peu, un petit peu hacker le jeu, où ça donnait des situations où il tentait des flotteurs, mais comme il n'a pas un très bon toucher, l'efficacité n'est pas top. Et puis, il n'arrive toujours pas à provoquer des lancers. Enfin, voilà. C'est globalement les mêmes défauts que ce qu'on a pu voir chez Josh Giddey sur la saison 2022-2023. Sauf que, comme il était off-ball, il y en avait beaucoup plus. Enfin, il y avait un échantillon beaucoup plus grand et beaucoup plus visible de ses défauts. Ça, et le fait que sur le playmaking, je trouve qu'il a un peu régressé. C'est-à-dire que, en fait, le meilleur partenaire de lob threat pour Chet Holmgren, le meilleur partenaire de alley-oop, c'était Jalen Williams. Et j'ai assez peu vu... Alors, voir assez peu de alley-oop entre Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, ça me gêne un peu, mais pas tant que ça, parce que voilà, souvent c'est sur de l'isolation. Chet est plutôt en situation de pop que vraiment en situation de roll, ou en tout cas il est assez éloigné du cercle sur les situations où Shai Gilgeous-Alexander
et joue une isolation. Par contre, voir assez peu de situations de lob entre Josh Giddey et Chet Holmgren, ça m'embête un peu parce que Josh Giddey, sa principale qualité, c'est le playmaking. Et en fait, je trouve que son jeu avec les intérieurs est assez pauvre. Et vraiment, moi, ça m'a choqué de dire que si vous regardez le ratio assist par usage, en fait, le ratio assist par usage de Josh Giddey, alors il reste toujours très bon, hein, mais il baisse d'année en année sur ses 3 premières saisons. Donc voilà, j'ai englobé un petit peu tout pour parler de la saison de Josh Giddey, mais le point qu'il faut retenir au global, c'est que c'est un joueur qui ne collait absolument pas avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. C'est que comme il a été beaucoup plus utilisé off-ball que l'an passé, ses défauts se sont vus de manière encore plus grande. Je pense que l'idée de base avec Josh Giddey, c'est que en fait, le projet est allé trop vite pour lui, à mon avis. Oui. Alors, l'autre problème, c'est qu'il y a son niveau individuel qui n'a pas assez progressé, et tu l'as bien développé, et je peux en dire 2 mots aussi, mais l'idée principale pour moi, c'est que le projet est allé trop vite, et c'est ce qu'on a détaillé tout à l'heure en ouvrant le podcast de cette progression fulgurante. Et en fait, pour moi, je trouve que beaucoup de monde est encore un peu trop sévère sur Josh Giddey, qui, à mon avis, peut être... En fait, c'est un joueur très atypique, ça d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un monde et un scénario où on arrive à le développer en un très bon joueur, je trouve. Mais sauf qu'il n'y a pas le temps, quoi. Cette année, il n'y a pas le temps, parce que justement, t'es plus une équipe sympathique, mais au milieu de tableau, t'es une équipe qui vise le titre. Donc t'as pas le temps de faire ses tests, t'as pas le temps d'attendre que ça se développe. Et lui, de son côté aussi, c'est pas scandaleux. Il a quoi ? Il a 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc non seulement il est encore très jeune, mais comme dit, profil extrêmement atypique qui nécessite un certain contexte, un certain développement, etc. Donc voilà, le fit ne matchait plus du tout. Et ça, c'est assez compréhensible. Mais voilà, je veux dire, l'échec d'OKC, le fait qu'il ne puisse pas s'intégrer à OKC ne veut pas dire que ce sera pas un bon joueur ailleurs par la suite. S'il arrive à faire que ça clique sur 2 ou 3 trucs. Mais alors justement, moi, mon problème, c'est même pas tant le shoot. Ma stat que j'avais, c'était son drive en fait. 1,07 points par tir en fin de drive. Sur les drivers à plus de 7 par match, c'est 69 sur 93. 69 sur 93, donc on est plutôt moyen mauvais, on va dire. Bon, après, c'est toujours mieux que Paolo Banchero, Kate Cunningham, Jamal Murray ou autre, mais c'est quand même plutôt bas. Et là où je fais la différence quand même, c'est que je plaisante un peu. Enfin, non, je plaisante. Il est vraiment plus efficace qu'eux. Mais la différence, c'est le volume aussi. Et c'est ce côté implacabilité, c'est ce côté à volonté qu'il n'y a pas chez Josh Giddey. Et le fait qu'il n'y ait pas de pull-up ou pas de shoot, bon, soit. Mais la théorie de son profil, c'est qu'on a quand même un porteur de balle très grand et qui donc peut s'en sortir sans pull-up, mais s'il a un peu ce côté driver de bon niveau. Je ne vais même pas dire de haut niveau, mais au moins de bon niveau, qui tire profit de sa taille. Alors que là, c'est pas du tout le cas actuellement. On a un mec qui joue un peu plus petit que ce qu'il n'est réellement, aussi parce que pas trop d'envergure, mais aussi parce que pas trop d'agressivité, pas trop de... voilà, le drive est très timide, quoi, pour le coup. On est plus sur un driver en finesse qu'en puissance, alors qu'il pourrait avoir, avec cette carrure, il pourrait être bon. Et comme dit aussi depuis l'épisode 1 du Basket Lab, le théorème Westbrook-Rubio, t'as beau être un passeur génial, si tu n'as pas une certaine gravitas, un certain poids de scoring sur les défenses, le décalage va pas se créer. C'est le scoring qui est à la base du fait que des brèches se créent dans la défense, parce qu'on est obligé de faire des prises à 2, de faire des rotations, etc. Et donc c'est comme ça que les fenêtres de passe s'ouvrent. Et c'est pour ça que, comme dit, Westbrook a toujours été moins bon passeur intrinsèquement qu'un Rubio, mais a toujours créé plus de jeux, parce que lui, il avait assez de poids, il mettait du poids sur une défense, et donc ensuite le passing déverrouillé, alors que Rubio, c'est toujours ce qui lui a manqué. Et Josh Giddey, je pense, c'est un peu un Rubio, mais peut-être encore pire actuellement, à ce stade de son développement, où beaucoup de monde peut parler du jump shot et du pull-up, et je suis d'accord. Pour moi, c'est moins important. Si déjà on arrivait à Chicago à développer un joueur qui est plus, peut-être pas implacable, mais meilleur en drive, et qui donc met plus de poids sur une défense de par son scoring de drive, ça peut ensuite déverrouiller tout ce qui est drive and kick, tout ce qui est passing, et ce serait une autre histoire, quoi. Mais pour l'instant, la déception, c'est que il le fait pas, quoi. Oui, moi je parlais vraiment du jump shot, je parlais même pas du pull-up, je parlais vraiment du catch and shoot pour illustrer le fait que forcément, quand tu es dans une équipe compétitive, tu as besoin d'avoir ce profil, surtout s'il est allié à Shai Gilgeous-Alexander et à Jalen Williams. Oui, parce qu'il était off-ball, tu veux dire. Voilà, tout à fait. Après, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est un joueur qui joue tellement plus petit que sa taille. Tu vois, toi, tu as dit un peu, pour moi, c'est tellement plus petit que sa taille. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, sur sa 2e année, je crois que j'en avais parlé aussi, il y avait eu des progrès. Il commençait à jouer un peu, il commençait un peu à se rendre compte du fait qu'il était grand et qu'il pouvait un peu sanctionner. Je trouve que cette année, il a complètement régressé. Et en fait, tout le problème, c'est que c'est un joueur de grande taille, mais avec un dribble moyen et avec un toucher moyen.
C'est-à-dire que Ouais. même s'il joue de sa taille, les flotteurs à 1 ou 2 mètres du panier, il est assez peu efficace sur ce domaine-là. Je sais plus son pourcentage d'efficacité sur short mid, mais il est pas très bon. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses, quoi. Et comme on l'a dit juste avant, c'est pas trop un passeur de dribble, c'est un passeur un peu statique. Donc sur des compétitions FIBA, ça va bien marcher. Par contre, sur du jeu NBA, ça va être un peu plus difficile. Donc c'est toute la problématique, c'est que en fait, ses qualités physiques, c'est sa taille. Mais c'est pas la vitesse, c'est pas le dribble et c'est pas le toucher. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts, je trouve. Et tu parlais du fait qu'il pouvait peut-être se développer du côté de Chicago en étant un driver un peu plus implacable. Bah, il faut du spacing pour ça. Et le spacing du côté de Chicago, c'est quand même pas une qualité première. Donc je pense que encore une fois, on l'a vu sur les quelques matchs où Shai Gilgeous-Alexander était absent. Là, il avait beaucoup plus la balle, donc on le revoyait beaucoup plus dans le rôle qu'il avait la saison dernière avec plus de playmaking. Par contre, ouais, dès que tu as dès que tu as 2 voire un gros porteur de balle à côté, bah, c'est tout de suite plus dur. Et je pense que Josh Giddey, ce sera un... Encore une fois, c'est un terme que je crois que tu utilises aussi, mais c'est un bon joueur dans une équipe nulle. Je pense que ce sera un bon joueur dans une équipe assez moyenne. Ce qu'il était finalement hein, sur la saison 2022-2023 d'OKC, c'était un joueur correct dans une équipe correcte. Mais il a trop de problématiques pour être un joueur valuable dans une équipe compétitive. Par contre, s'il te faut un peu un élévateur de plancher, entre guillemets, ou un stabilisateur à la main, ça peut être ce joueur-là. Mais OKC est déjà passé au-dessus de ce statut et a déjà plus de validité que ça. Ouais, ça faisait, il fallait qu'en parler, ça fait partie du bilan 2024. Donc, on tourne la page Josh Giddey et ça peut se comprendre. On a vu d'ailleurs l'évolution de toute l'année. Hein, où petit à petit, c'est ah bah tiens, Isaiah Joe finit quelques matchs par-ci par-là, jusqu'à finalement, ah bah tiens, il finit tous les matchs. Jusqu'à, ah bah tiens, du coup, Josh Giddey t'es plus titulaire, quoi. Mais et voilà, après, pourquoi est-ce qu'il a été drafté alors que on dit il a pas de dribble, il a pas de scoring, il a pas trop de défense, il a pas trop de shoot, bah parce que le passing est à ce point génial. Mais comme dit en fait en NBA, c'est le passing pour être fonctionnel, c'est pas le passing en soi, c'est que tout doit être intégré l'un dans l'autre, le scoring, le passing, la capacité à jouer en sortie de dribble, etc., etc. Et donc voilà pour Josh Giddey. Alors moi rapidement ma 5e stat du jour, c'était où est-ce que je vais partir ? Bah tiens, je vais dire 83. 83, le pourcentage de paniers assistés de Lou Dort. Et je voulais en parler parce que bah mine de rien, il fait une très bonne saison à l'efficacité. Et alors, une explication, c'est le shoot qui est meilleur. Hein, il met ses 3 points cette année. Donc 39% comparé à avant où il était en dessous de la moyenne. Donc ça, c'est bien. Mais je trouve aussi que, et je sais pas ce que t'en penses, mais le joueur aussi est un peu plus sobre, un peu plus propre qu'avant. Il y a moins ce côté pull-up qu'il a pu développer pendant quelques années où OKC était moins bon que cette année. Et voilà, la stat le montre bien, 83% de ses paniers sont assistés. Pour vous dire, les 3 dernières années, on était autour des 65%. Donc le jump est très conséquent d'une année à l'autre, hein, de 23 à 24. Et on est sur des nouveaux standards où, enfin, on l'a dans un rôle où je l'aime bien, je l'aime beaucoup, c'est-à-dire le 3&D, qui est vraiment élite en défense et qui, en attaque, est de nouveau un peu plus sobre et sobre comme on le voudrait, en fait, avec moins de pull-up, moins de drive et moins de création, en fait. Moi, cette version de Lou Dort, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, bah, c'était une stat que j'avais en tête, c'était 14. 14.2, c'était l'usage de Lou Dort, où il est passé de 21.8 sur la 2021-2022, 19.1 sur la 2022-2023, à du coup 14.2 sur la 23-24. Bah aussi parce qu'il y a plus de qualité offensive, donc Lou Dort est beaucoup moins responsabilisé en attaque. C'est un point aussi qu'on évoquait souvent pour défendre un petit peu Lou Dort du côté de chez Wear Thunder, c'est que Lou Dort, c'est un joueur qui ne se cache jamais, qui prend toujours ses responsabilités, et forcément, quand tu peux avoir quelques joueurs, bah, typiquement comme Jane Williams face à Dallas, qui se cache un peu, bah, t'as Lou Dort qui vient prendre ses responsabilités, qui retombe dans le Lou Dort qu'on n'aime pas, comme tu l'as dit, beaucoup de pull-up à 3 points, beaucoup de drive assez improbable en termes de finition ou en termes de prise de décision. Par contre, bah, c'est jamais un joueur à qui on peut dire bah, t'as été transparente, t'as pas pris tes responsabilités. Donc voilà, moi, Lou Dort, je suis un peu... je sais pas, je pense que c'est un peu c'est triste de dire ça, hein, parce que défenseur d'élite, là aussi, sur la provocation de turnover, bah, Lou Dort, sur les écrans mobiles, finalement, sur la provocation de faute sur la pose d'écran, bah, on est peut-être hein, sur le meilleur joueur de toute la NBA dans ce domaine-là, tellement il provoque de fautes offensives. Mais je sais pas, moi, je pense que c'est peut-être le prochain maillon qui peut partir dans l'effectif, parce que tu as l'arrivée d'Alex Caruso, parce que tu as le développement de Cason Wallace, parce qu'il reste quand même de petite taille. Moi, je reste extrêmement frustré par son absence totale de playmaking. Je pense que c'est un point où on est vraiment on n'est pas sur une version moderne du 3&D, on est sur une version un peu à l'ancienne,
même s'il y a un peu plus de dribble, mais je trouve que le playmaking n'est pas suffisant. Et je pense qu'à terme, ça peut poser quand même beaucoup de problématiques à cette équipe d'OKC, dans le sens où, on l'a vu face à Boston, enfin on l'a vu avec Boston, avoir 5 joueurs qui sont capables de prendre des bonnes décisions, c'est quand même très bénéfique. Et typiquement, même des joueurs qui sont typés défensifs, entre guillemets, que ce soit les Jrue Holiday ou que ce soit les Derrick White, qui ne sont pas les principaux générateurs d'attaque, eh ben, ils sont capables de, sur un drive, de ressortir pour Derrick White à 3 points. J'ai le souvenir, il me semble, je sais plus si c'est face à Indiana ou si c'est face à Dallas, le match 3 où tu as un drive de Jrue Holiday. Il est sous le panier, il fait une passe laser pour Derrick White qui est above the break et qui sanctionne sur un tir à 3 points. Ça, c'est une passe que Lou Dort est incapable de faire. Et je pense que son playmaking va lui poser problème. Attends, mais juste pour dire, c'est quand même pas le même background. Jrue Holiday, c'était un meneur All-Star, All-Star qui a du bagage, qui a toujours été meneur. Lou Dort, c'est un 3&D très basique, quoi. Bien sûr, mais pour dire sur ce côté un petit peu de rôle, c'est-à-dire que Jrue Holiday, forcément, il avait plus de responsabilités dans l'attaque de Boston, mais de joueurs qui sont le principal défenseur sur le point of attack ou le deuxième défenseur. C'est plus dans l'évolution de ce rôle-là. Tu vois, si on parle du Suendi, t'es plus dans le rôle, même si voilà, c'est des role players surgonflés, hein, que ce soit voilà, Jrue Holiday qui a été All-Star, Derrick White qui est beaucoup plus qu'un role player. Mais dans ce domaine-là, là où Lou Dort, sur le playmaking, il semble ne pas vraiment, ou l'absence de playmaking, ou l'absence d'être un connecteur, il n'est pas forcément à la mode, ou en tout cas de ce qui se fait dans l'NBA de 2024. Donc je pense que c'est sur ça ça peut lui faire défaut. Après, sur l'efficacité, il est passé de 32% sur les catch and shoot à 39%. Donc il a bien progressé dans ce domaine-là. À voir si ça va se confirmer la saison prochaine. Mais au moins, si tu as un Lou Dort qui est toujours aussi bon pour provoquer des turnovers, des fautes offensives, et qui est toujours aussi efficace sur ses catch and shoot à 3 points, ça restera un joueur extrêmement valuable. J'ai des doutes quand même sur à quel point son profil et son absence, soit de respectabilité en tant que shooter, soit son absence vraiment de playmaking et même de rôle de connecteur pur, peut lui poser des problèmes, et peut poser des problèmes à OKC si tu arrives vraiment dans le très très haut, si tu arrives sur des finales de conférence ou si tu arrives sur des finales NBA. Ouais. Non, mais effectivement, c'est un profil pas parfait, mais en tout cas, je suis plus fan de cette version plus sobre que l'an passé où ça a essayé un peu plus. Mais tu vois, on a parlé de mauvais match-up, de mauvais fit tactique avec Dallas en demi-finale de conférence. T'as l'aspect, les corners à 3 points, le rebond, etc. Bon, de l'autre côté aussi, si t'as pas Lou Dort et si t'as un Alex Caruso contre Dallas, peut-être que tu perds 4-0, quoi. Je pense, hein, parce que Lou Dort est peut-être un des seuls à être une vraie opposition physique à Doncic. Mais alors voilà, on a fini nos 5 stats chacun. Donc en bonus, carte blanche, je te laisse parler. Est-ce qu'il te reste des trucs un peu dont tu voulais nous parler? On n'a pas parlé d'Isaiah Joe, mais bon, pas grand-chose à dire à part le fait que c'est un shooter d'élite. Mais Cason Wallace peut-être? Ouais, Cason Wallace, on avait parlé dans le focus lorsque j'étais passé dans l'hebdo, donc je m'étais dit j'allais pas en reparler outre mesure. Mais après, ouais, sur Isaiah Joe, c'est un shooter d'élite, mais qui a quand même, je trouve, cette saison progressé dans le sens où off-ball, enfin, en tant que porteur de balle, c'est un peu mieux. Et défensivement, je le trouve beaucoup moins ciblé que ce qu'il était sur la saison précédente. Alors forcément, il va être ciblé de par sa petite taille, mais je trouve qu'il a une activité défensive qui est plutôt bonne. Et surtout au rebond. Alors pour le coup, on n'a pas trop évoqué le rebond, mais c'est quasiment le joueur le plus petit sur le parquet. Et pourtant, c'est l'un des joueurs qui est le plus dynamique sur le rebond, notamment le rebond défensif du côté d'OKC. Donc voilà, je trouve que Isaiah Joe reste encore une fois un spécialiste. Mais je trouve que, voilà, on n'est pas sur un Duncan Robinson en attaque, mais je trouve qu'il est devenu un tout petit peu plus polyvalent que ce qu'il n'était sur sa première saison à OKC, où c'était vraiment, tu rentres pour du shoot pur et dur. Ouais. Effectivement, bon, on va pas parler de Gordon Hayward. Si, j'avais la stat, c'est 15. Ah, 15, c'est le nombre de 3 points tentés par Gordon Hayward, enfin, c'est le nombre de 3 points réussis par Gordon Hayward en 26 matchs. Il en a tenté 29, voilà. Merci Gordon Hayward pour le cap space pour signer Hartenstein et pour les prolongations d'Isaiah Joe et d'Aaron Wiggins. Non, mais alors au-delà de ça, c'est quand même la déception, puisqu'on est dans le bilan. Peut-être déception, c'est dommage que le gros coup en février, ça a été Hayward. Et enfin, qu'il n'y ait pas eu de gros coup en fait. Hein. Ouais. En fait, ça rejoint le truc aussi sur Josh Giddey, c'est qu'on s'est souvent dit, on se posait la question, moi je comprenais pas pourquoi, quel était le raisonnement de se dire, les équipes ne calculent pas Josh Giddey en saison régulière, à quoi tu t'attends en playoff en fait, ça va pas changer. Et du coup, c'était une problématique, tu donnais déjà des cartouches pour te défendre à l'équipe adverse. Effectivement, à la trade deadline, alors je sais que tu en avais parlé sur la fin de la série, j'étais pas forcément d'accord sur ça. Je pense que pour moi, tu pouvais faire des coups, mais tu pouvais pas faire un espèce de home run, comme j'avais pu voir certains attendre, je sais pas, du Lauri Markkanen. Je
pense que tu avais besoin de quelques ajouts. Mais peut-être que les opportunités de marché ne sont pas présentées. Après, quand tu vois que Sam Presti a joué au facilitateur pour que Dallas puisse récupérer Daniel Gafford, bah c'est un peu embêtant quand tu vois la série face à Dallas. Ça te revient un petit peu dans la figure. Mais je pense que tu pouvais faire 1 ou 2 ajouts sur des problèmes bien identifiés que tu n'as pas vraiment fait ou tu pensais faire avec Gordon Hayward, sauf que tu es tombé sur un joueur qui avait plus du tout le niveau, encore moins le niveau pour jouer à des hauts niveaux de compétitivité en playoff. Bah, surtout que, à savoir que le prix de Caruso était si bas, t'aurais pu le faire en février, quoi. Bah oui, mais les Bulls voulaient pas. Je sais, non mais justement, c'est ça le truc, quoi. Il faut être deux pour faire un échange, mais je veux dire, Ouais. les Bulls, les mecs, quitte à lâcher Caruso pour aussi bas, vous auriez pu aider un contender, ça aurait été fun, quoi, de voir Caruso en playoff. Mais voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Jalen Williams qui aura moins de temps de jeu l'an prochain, je pense, mais bon, intérieur passeur très intéressant, mais il manque quand même un peu de shoot, un peu de volume, et puis la défense. Mais je vais pas te lancer sur Ousmane Dieng pour pas non plus faire trop long. Ah non, la Jalen Williams, Ousmane Dieng, là c'est vraiment les deux joueurs là. Jalen Williams, il a perdu en tir, Ousmane Dieng, bah on est toujours au même stade du projet. Mais peut-être rapidement pour conclure, parler quand même d'Aaron Wiggins. Alors j'ai pas de stats précises pour Aaron Wiggins, mais quand même Aaron Wiggins qui a été prolongé cet été sur un très bon contrat. Et je pense que c'est un joueur qui va, je crois que ça veut rien. Après on a au conditionnel, mais c'est Bleacher Report qui avait fait un article en disant qu'Aaron Wiggins c'était le role player le plus mésestimé de NBA. Voilà, palmarès d'Aaron Wiggins. Mais je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est quand même un joueur qui est très utile et qui fait beaucoup de choses très bien. Parce qu'on sait, un joueur NBA, si tu fais beaucoup de choses bien, mais rien d'élite, bah, t'as pas forcément une carrière, on va dire, extrêmement prolifique. Par contre, Aaron Wiggins, il fait beaucoup de choses très bien. Connecteur, un petit peu de défense, très bonne finition près du cercle, capable de temps en temps de poser 1 ou 2 dribbles et de sanctionner sur du drive ou sur du mini pull-up à mi-distance. Moi, c'est là-dessus qui m'étonne. Hein. C'est la capacité à jouer un peu en sortie de dribble, alors qu'on n'avait pas trop ça il y a 1 ou 2 ans. Quoi. Ouais, ben moi, justement, c'est ce qui me fait dire qu'on a quand même beaucoup progressé la NBA de 2024 par rapport à la NBA des années 90. C'est quand tu as des role-players comme Aaron Wiggins qui sont des 9e, 10e joueurs de rotation qui sont capables de pull-up à mi-distance avec une aisance assez simple en sortie de dribble. Mais voilà, dire quand même qu'il a fait une bonne saison, et je pense que lui aussi, même s'il y a beaucoup de concurrence, c'est un joueur qui va voir son temps de jeu évoluer et à voir si le volume augmente, il est capable de conserver cette même efficacité, mais ça peut être un joueur qui peut être extrêmement utile la saison prochaine à OKC. Dont on avait parlé d'ailleurs, je crois, dans l'épisode Baby Thunder, début 2023, il me semble. On avait présenté tous les joueurs hipsters. Tout à fait. Alors je crois que dans le lot, il y en a qui sont partis. Hein. Ouais, JRE, Poco. Ouais, merci, au revoir Pokuševski, des mecs comme ça, mais ok, je crois qu'on a fait le tour alors, et bien on peut s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup Constant pour cette triple apparition sur les bilans 2024 alors. Bah merci à toi et on se retrouvera peut-être pour la syllabe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu bien entendu, comme à chaque fois bien sûr. Et d'ailleurs, avant que vous ne partiez, non, ne coupez pas. Si vous êtes fan de OKC, vous pouvez retrouver des extraits qu'on a fait, donc le flux secondaire sur les extraits. On a parlé de Chicago, on a parlé aussi de New York, évidemment, on a fait des bilans. Donc, si vous avez envie d'entendre parler de Hartenstein ou alors de Alex Caruso, on a parlé d'eux pendant 10-15 minutes. Vous pouvez aller piocher ça sur le flux extrait en podcast, en YouTube. Tous les liens sont un peu partout. Vous trouverez ça si vous êtes fan d'OKC, si ça vous intéresse, non pas pour le bilan, mais pour l'an prochain aussi. Et donc, nous, pour la prochaine fois, on finit cette série bientôt. Et la prochaine fois, on va parler des anciens champions en titre, puisque la prochaine fois, c'est le bilan 2024 des Denver Nuggets. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être revenu sur le podcast encore une fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.